la zone aéro. Eh bien, take-off. Press 7. 8 knots check. La France de Tango, bonsoir, de Tango 3, numéro 0, Echo, fait attendez. Eh bien, bonsoir, de... Conseil, bonsoir, de Echo, par l'attend, la France, en deux ans. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to Route Air Flight already 401 to London Heathrow. La communauté francophone de l'aviation et des pilotes. Présentée par Sébastien, Nicolas et Cynthia. Et bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans la zone aéro, il est mercredi, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Salut Cynthia. Salut Seb. Et salut, Salut à tous. Nico, il est là. Et Nico. Comment ça va Nico? Ah non, c'est de l'autre côté. Ah oui, toi c'est de l'autre côté, nous c'est... Attends. Mais non, ça va, regarde. Mais oui, mais c'est lui de l'autre côté. Mais il faut faire comme Evelyne Delia, tu sais, tout le monde parle, Ah là, oui, ça marche bien. ouais, attends. Comment vous allez les amis? Vous avez la forme? T'as bien volé? Mercredi, c'est ravioli. Ça marche pour tous les jours de la semaine. Ben ça. Nico, mercredi c'est maquette, il est à fond là en ce Ah moment. ouais. Dimanche, ça marche pas là, à Violi. Ah, non, Ouais, mais c'est pas grave, t'inquiète, t'inquiète. Soyez bienvenus les amis, eh bien, écoutez, vous êtes déjà nombreux d'ailleurs dans la zone, on va saluer tout le monde. Salut à tous. Déjà, Lord Gibus est là, il nous a salué, J'entends rien est là, magnifique, bravo. Philémon, on le remercie, puisqu'il Merci fait pour le partie non sub. seulement de la team modération, mais en plus de ça, il vient de renouveler son abonnement, 11 mois, encore un mois, ça fait un an. Hein, merci beaucoup, Ben Moll qui est là, Erninja Nico, ancien chroniqueur de la zone, qu'on salue, qui est écaillé aujourd'hui. Donc ouais, voilà. Et puis Fox Zulumai qui est là exactement. Salut. Oui, on attend quoi? On attend quoi, mon cher Jean? Il Dis-nous attend tout. les raviolis. Ah, il attend les raviolis? Il est Non, ça mercredi. m'étonnerait. Oh, ça m'étonnerait ça. Bien. Bon, en attendant, on espère que... Ah, 20h37? Mais ah bon, c'est 20h37? Mais c'est le décalage horaire, Jean, c'est ça? Ah, et... Il y a un petit jet lag chez toi. Ah, c'est Bonsoir à parce que tous, c'est The moi le Flying calendrier. Madmen 64. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, donc ça faisait un petit moment aussi qu'il n'y avait pas eu de zone. Vous savez que la semaine dernière, on a eu le report de l'émission avec François Levotte, Zoul, où on parlera d'ailleurs des courses de pylône Red Bull Air Race probablement au mois de septembre. Ça devrait se faire et ça devrait être cool. On salue d'ailleurs un partenaire, un nouveau partenaire de Twitch, c'est Chef Odell qui est avec nous. On le salue Odell, bien le bonsoir à toi. Donc l'émission avec François Levotte repoussée et puis également Yeah. eh ben voilà, il y a un raid qui arrive. Super. Voilà, 22 personnes qui arrivent, merci beaucoup. On salue Pierre, notre commandant de bord Merci. 380 qui est là. Salut Pierre. Merci à toi. Et puis d'ailleurs, on parlait de toi en antenne en espérant que tu seras parmi nous évidemment le 12 pour la dernière du mois de juillet. Tu as vu la transition? Puisqu'on Ah, vous c'est annonce magnifique. que la dernière de la saison, ce sera donc le samedi 12 juillet. Il y aura un live et on va retrouver pas mal d'invités de Il va y cette avoir dernière du saison où gratin. on pourra discuter tous ensemble. Ça devrait être cool. Merci beaucoup. Ah bah puis alors, en plus, il y a notre invité qui vient de follower la chaîne. Bienvenue Donc Cédric. c'est magnifique. Merci beaucoup Cédric. Bien, merci aussi pour la dédicace, hein, évidemment à Pierre, The Flying Frog, que vous pouvez retrouver. Il fait plein de choses, du contrôle aérien virtuel. Il répond d'ailleurs à plein de questions. Oui. Sur C'est notamment très la intéressant. 380, qui est quand même son avion fétiche. Donc vous pouvez aller voir son live d'ailleurs, vous avez le lien qui s'affiche dans le chat. Merci beaucoup Philémon. Allez, alors de quoi devons-nous parler ce soir? Avant de déposer le plan de vol de l'émission, on va quand même faire un petit point pour vous dire que on salue les gens qui nous regardent sur Sur YouTube. Voilà, merci à vous. Les N'hésitez petits pas à pouces. laisser des petits commentaires. Les petits Exactement. pouces. Les pouces bleus pour nous soutenir. Bonsoir Flavio. Flavio 66000 qui Oui, est là. j'ai vu qu'il y a même Erninja Nico qui nous fait des bisous. Mais oui, on l'a vu tout à l'heure, c'est Bisous. lui qui était caillé. Mais oui, mais je lui ai pas dit bisous. Eh ben voilà, Alors, c'est je lui ai fait. dit bisous. Vous pouvez évidemment soutenir le travail de la zone aéro. Hein. Je vous rappelle, on est tous des bénévoles, c'est associatif, on partage tous ensemble. Si vous voulez soutenir le travail, et c'est important parce que ça montre aussi votre engagement sur les contenus qu'on vous propose, sur les invités qu'on va vous chercher, qui viennent aussi gracieusement discuter avec vous. Et ça, c'est cool, ça nous tient à cœur que vous puissiez échanger aussi par notre intermédiaire directement avec les invités.
N'hésitez pas donc à nous soutenir, vous pouvez le faire sur Twitch avec les subs, avec les primes, vous connaissez la musique. Vous avez également les Loasso, vous avez la boutique, de la zone qui vous permet aussi de pouvoir acheter votre mug, acheter votre mug, boire le café ou le thé pendant que vous regardez l'émission. Et en plus, indirectement, ça soutient le travail qui est fait ici, le matériel, etc. Merci beaucoup. Bienvenue à Catanaute qui vient de suivre la chaîne. Merci beaucoup. Bienvenue. Vous avez les liens aussi des réseaux sociaux qui s'affichent. Merci Philémon pour cet échange. Quand les polos en 3XL, ça arrive. Et il y a des t-shirts qui vont arriver très bientôt. Là. On va faire une collection 2025 de t-shirts, ça devrait être cool. Et le logo. Ouais, mais c'est Francky de Airborne Design qui nous l'a fait, on le remercie. Il a fait un truc assez qualitatif, c'est cool. Merci à lui. Je vous rappelle également que chaque semaine, vous avez les replays. Oui. Les replays sur YouTube. Le dernier qui est sorti, c'est Michel Tonini. Yes. Astronaute qu'on a eu il y a 15 jours. Le replay, ça y est, il est en ligne. Vous pouvez aller voir, commenter évidemment et relayer, partagez-le, n'hésitez pas. C'était une très belle émission. Ouais. C'était super sympa. Et merci à lui. Voilà, émission géniale, nous dit J'entends rien. Merci beaucoup mon cher Jean. Merci. On n'attendait pas moins de toi. Merci beaucoup. Il va me pourrir après. J'étais justement en train de l'écouter. Ah ben là, ça y est, on est parti, on change. On a parlé de la dernière de la saison. Je rappelle aussi que vous avez accès au podcast. Hein. Vous êtes en voiture, vous ne pouvez pas regarder l'écran. Ben, vous pouvez l'entendre en audio. Toutes les émissions de la Zone Aéro sont… Spotify, par exemple. Alors, Spotify, Apple Podcast, on est partout. Vous téléchargez, vous avez votre petit podcast dans votre voiture. C'est plutôt cool. Julot m'a dit qu'il arriverait en cours, alors j'essaie de remplacer. Mais c'est très bien, tu y arrives très bien. Merci beaucoup pour le travail en backstage. Voilà. Et le Discord, évidemment, pardon. Le Discord qui est l'espace d'échange H24 où tout le monde peut discuter l'un avec l'autre et puis de retrouver plein de choses. D'ailleurs, je relance là, ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de petits jeux. Donc il faut qu'on voit avec Run to the Sky qui s'occupait de tout ça. Je fais un appel à Run to the Sky qui nous faisait des petits jeux sympathiques sur l'aéronautique, l'aviation, l'histoire de l'aviation. On va remettre ça en place. Sur toi. C'est ça. Allez, les amis, on va tout de suite enchaîner par le plan de vol de l'émission. C'est la première séquence traditionnelle. De quoi allons-nous parler ce soir? C'est ce qu'on découvre tout de suite. Plan de vol de l'émission. Le sommaire de la zone ce soir. Mais si. Alors, attention. C'est Padre Théo qui vient de suivre la chaîne. Padre Théo. On sait qui c'est. Bienvenue, mon cher Padre Théo. Moi aussi. Cynthia, je t'aime et Seb aussi, of course. Je t'aime. Merci à toi. Moi aussi. Abemus Théo. Abemus Théo. Alors attention, moi je suis trop loin, c'est ça? Ouais, mais Nico, mais il ne connaît pas, c'est normal. Mais c'est un barbu aussi, donc vous allez vous entendre. C'est ça. Alors attention, 1, 2, 3, le sommaire il arrive. Hop là! C'est fait. C'est mieux, je m'améliore. Alors, l'actualité du terminal dans un instant. On a pas mal de petites news à vous partager, de près ou de loin, vous allez comprendre. Et puis, dans la foulée, séquence au sol ou en vol, vous êtes nombreux à être connectés ce soir. Il y a déjà plus de 40 personnes qui sont là, en train d'attendre, avec les dents là. Ils veulent tous rentrer et rencontrer notre invité. Oui, vous voulez tout savoir sur l'aviation d'affaires? Eh bien, on va vous en parler ce soir avec notre invité. C'est simplement le directeur de la compagnie Jetfly qui va être avec nous. On va parler de son parcours et au travers de son parcours, ça va être intéressant. C'est qu'on va aborder toutes les facettes du métier de directeur de compagnie. Comment est-ce que ça se passe au quotidien? Quel est le boulot? Comment est-ce qu'on développe une compagnie? Quels sont les projets? Comment est-ce qu'on accompagne les clients? Comment est-ce qu'on gère une équipe de personnel navigant technique, les pilotes, les équipages? Bref, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. On compte sur vous pour le faire directement par le chat. Vous connaissez la formule. On prend les questions, on les met de côté et puis on les aborde en direct avec Cédric Lescope qui sera avec nous tout à l'heure pour parler de Jetfly. D'ailleurs, je vois qu'il y a une petite coquille sur le E. Ça fait Jetfly avec un E. Il n'y a pas de E. Jetfly, parce Jetfly que sans Toulouse. E. Voilà. Toulouse. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Retenez tout ça, on parlera de plein de choses autour de Jetfly tout à l'heure. Tous les petits secrets de l'aviation d'affaires, si vous avez des questions. En plus, il a dit on peut me poser toutes les questions. Ah, il a dit pas de questions. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Bien, dans le chat, vous avez aussi pour tous les amateurs les fonds d'écran de la zone 2025 qui viennent d'apparaître. Vous pouvez cliquer dessus et les récupérer. Merci Philémon pour le site de jetfly.com, le site français qui apparaît dans le chat. Vous pouvez cliquer dessus déjà pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, on repousse le sommaire. Non, parce que fin d'émission, le remise de gaz sera en question et le programme évidemment
qu'on abordera tout à l'heure. C'est bon le pouce? 1, 2, 3. Hop là. Voilà. Allez, On y avec arrive? la grande classe. Bien, et bien écoutez les amis, tout de suite, on démarre la séquence actu de ce soir. L'actualité du terminal. News, nouvelles, informations et réactions avant l'embarquement. Allez, c'est parti. Hop, attendez, hop, je vais gérer là, un ouais. petit truc. Voilà. Ouais, c'est ça. À Toulouse, on dit Jetfly ou Jetfly. Ah oui, c'est une bonne question ça Jetfly. de Ben Moll. Et Jetfly. Ah, il faut demander au directeur, on demandera tout à l'heure. Hein. On salue Free Flight. Il va pas bien, Free Flight, on lui souhaite un bon rétablissement. Bon courage à toi. Et voilà. Les chips. C'est bon. Allez, c'est Bah ouais, parti. qu'ils se remettent, hein. De quoi? Non, mais qu'ils se remettent bien s'il y a des soucis. Oui, ouais, voilà, ça, on lui souhaite un bon rétablissement à notre ami Eric. Allez, c'est parti. On va démarrer par une nouvelle qui n'est pas très réjouissante, tout ça. Hein. Ouais. Ça s'est passé avant-hier matin, très tôt dans la matinée. Vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux ou dans l'actualité. Ça fait un petit peu le buzz. Ça s'est passé à Montpellier, c'est l'école, l'ancienne école ESMA, l'école supérieure des métiers de l'aéronautique, aujourd'hui Airways Aviation Academy, qui a été victime d'un incendie criminel, on peut le dire aujourd'hui, sans trop s'avancer, puisqu'on a retrouvé des choses quand même. Il y a 3 DA42, donc des bimoteurs, qui ont été incendiés, un autre qui est presque fondu, si on peut dire comme ça, et en plus on a retrouvé des cocktails Molotov à l'intérieur des cockpits, des avions monomoteurs. Donc autrement dit, des gens ont essayé de mettre le feu à la totalité de la flotte de l'école. Alors évidemment, grande pensée au personnel évidemment, aussi Ouais. à tous les élèves, Les élèves. parce que c'est vrai que c'est compliqué. On se retrouve une école qui se retrouve sans avion. Je sais pas, c'est comme un boulanger qui se retrouve sans four à pain. C'est un peu compliqué de travailler. Donc pensez à tout le monde. On sait un peu ce que c'est d'ailleurs avec Nico, hein, sans rentrer dans les détails. C'est pas évident. Donc bonne pensée pour eux. Et puis on espère aussi que l'enquête nous dira ce qui s'est réellement passé. C'est carrément un attentat, quoi, je veux dire. Ah, clairement. D'ailleurs, ça a été présenté comme ça dans les médias. Hein. Voilà. Hein. Donc, il y a des photos. Donc là, c'est une photo que je vous ai mis, mais il y a eu pas mal de photos qui ont été prises. Ça s'est passé en plein milieu de la nuit. Et il y a eu un incendie quand même assez important. Voilà. Et c'est vrai que comme les DA, les Diamond, DA42 ou DA40 sont des avions qui sont quand même en matière composite et un peu en plastique, le plastique, ça fond. Donc, voilà, c'est un peu compliqué. En tout cas, grande pensée à eux parce que c'est pas évident à gérer au quotidien. Donc, force et courage à tout le monde. Ouais. Voilà. Vraiment. Voilà, c'est un petit clin d'œil, un petit soutien qu'on voulait apporter dans la zone. Ok, allez, on enchaîne avec toi, Cynthia, puisque tu veux nous parler d'un crash un peu original en Afrique du Sud. Eh ouais, un crash très original. Donc, il y a eu lieu en Afrique du Sud. C'est un Robin R44 qui s'appelle Raven 2. Moi, je ne suis pas très spécialiste des hélicos, mais apparemment, c'est un hélico plutôt pas mal, qui en fait a décollé de l'île surnommée Bird Island, en Afrique du Sud, qui est connue pour avoir un certain nombre d'oiseaux protégés là-bas. Et donc, il y avait un scientifique qui a souhaité prendre un manchot pour faire une étude dessus. Il l'a mis dans une petite caisse et il l'a pris sur ses genoux dans l'hélicoptère. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, Le manchot a pris les commandes. Alors, il n'a pas pris les commandes, mais il a glissé dans la boîte. Donc la boîte a glissé sur les commandes de l'hélicoptère et du coup l'avion s'est crashé parce que le pilote a perdu le contrôle à cause de la boîte qui a bloqué les commandes. Ah. Heureusement, il n'y a pas eu de manchot dans l'accident. Tout le monde va bien, pas de blessés. Ah. C'est une petite blague, peut-être un petit peu. Le manchot mauvais n'est goût. pas manchot. Voilà, le manchot n'est pas manchot. Ok. Mais tout le monde Ça va me fait bien, penser, mais c'est assez particulier quand même comme accident. Surtout que on répète bien les règles de sécurité de pas laisser d'objets volants dans l'avion, dans voilà. l'hélicoptère au décollage. Ça, c'est important. C'est Donc, important à dire, les stylos, Ouais, ce quand genre on de emmène choses. son chat, il faut une cage à chat, et puis quand on emmène un manchot, il faut une cage à manchot, quoi. Une case, ouais. C'est ce que nous dit d'ailleurs dans le chat. Hein. Il y en a qui dit le manchot a Ça me voulu fait voler, penser il y en au a un qui sketch dit le de- vol de l'empereur. Donc oui, Ça me fait penser au sketch de Chevalier Las Palais, là, j'imagine le manchot. Pourquoi moi, commandant Cousteau? Pourquoi moi? ouais. Le commandant Cousteau, il veut faire une expérience, il va chercher un manchot sur la banquise, il veut le mettre dans le désert. Ouais. Le manchot, il dit pourquoi moi, commandant Cousteau? Pourquoi moi?
Il y a Air Ninja Nico qui dit « Je pensais voir des photos de Cynthia O'Mara dans les Actus Aéro. » Alors, À venir. à venir avec grand plaisir. À Moi, je venir. trouve que j'incite tous les pilotes à faire cette expérience-là, puisque du coup, j'étais pas là la semaine dernière à cause de ça. J'étais Ouais, au t'étais Maroc, au Maroc. avec mes petits élèves VFR. En tourisme. Exactement, Tourisme on a aérien. fait du VFR touristique. Ah, C'était voilà. très intéressant, donc je ferai une petite rubrique à ce sujet, à promis Ouais, à voilà. Ninja Nico. On attache tout ce qui bouge, passager compris. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Bien dommage de mettre un hélico, comme on dit, de mettre un hélicoptère au tas pour Pour ce un genre manchot. Ah bah oui. d'événement indésirable. Allez, on enchaîne avec, alors j'appelais ça sur la trace de pneus. Les autorités polonaises ont saisi 5 tonnes de pneus d'avion destinés à des appareils Boeing. Et où? Lors d'un contrôle à la frontière de la Biélorussie, à Korozine, très exactement. Alors, déclarés comme des pneus de voiture et de bus, c'est là où ça commençait de poser problème, ces pneus provenaient en fait d'une entreprise espagnole et étaient supposés être livrés à une société azerbaïdjanaise. Vous voyez le trajet, ça a été saisi là-bas. Le transport qui empruntait un itinéraire via la Biélorussie et la Russie enfreint toutes les sanctions d'ailleurs de l'Union européenne avec la crise qu'on connaît aujourd'hui. Et tout ceci a justifié en fait la saisie et l'ouverture d'une procédure pénale pour fraude douanière. Cette affaire s'inscrit évidemment dans un contexte où la Russie contourne les sanctions européennes puisqu'ils ont un blocus, en passant par des pays non alignés comme la Turquie, les Émirats Arabes Unis ou encore la Chine. Alors, tout ça se sait, mais voilà, il y a des petites combines qui sont mises en place pour essayer de contourner tout ça. Et ces réseaux permettent à Moscou, notamment, d'obtenir des pièces d'avion qui sont interdites, telles que les composants de train d'atterrissage. Et on essaie de les récupérer par le biais d'intermédiaires comme ça, pas vu, pas pris. L'incident révèle la complexité et la porosité des sanctions internationales appliquées dans le secteur aéronautique, puisque 5 tonnes de pneus, c'est quand même pas rien. Oh, non, pas... Voilà, donc Rien du tout. c'est arrivé. Voilà. Ah, Ça sent la tension anti-russe qui monte. Oui, ou qui se maintient. C'est pas impossible. Je prends toujours ma cage à EFI lors de vol de contrôle. Ah oui, On fait ce qu'on peut, hein. on fait ce qu'on peut. Merci Nico. C'est ça, C'était le mot qu'il fallait. exactement. Ensuite, on va revenir sur un gros avion et on de petite pensée à Pierre, The Flying Frog, parce Ah oui, tout à qu'il le fait. connaît celui-là. Donc, le Global Air, la compagnie Global Air a fait ses premiers vols il y a quelques jours avec ses A380. Parce que la compagnie Global Air, qui est une compagnie britannique qui a été créée en 2023, a décidé d'investir principalement dans des A380 avec 3 classes. Donc, il y a bien sûr la première classe, la classe business et économique. Avec des billets à peu près, les premiers ont été bradés, puisqu'elle a réalisé son premier vol entre l'Écosse et New York il y a quelques jours. Donc avec des billets en première classe qui étaient, c'est pas si bradé que ça, 3 600 € quand même. Ah oui, quand même. Mais en classe économique, on était plutôt sur du 450, donc c'était plutôt accessible. ça va. C'était pas si cher que ça. Les vols sont opérés par la compagnie qui est Malte, mais qui est originaire du Portugal. Donc c'est iFly, Malta. Parce qu'en fait, Global Air n'a pas encore les autorisations pour faire les vols réguliers. Donc elle est opérée par une compagnie extérieure. Et ils ont réalisé leur premier vol à 380. Et le patron, qui a créé une entreprise qui est assez connue, ça fonctionne beaucoup sur les réseaux, ça les échanges de maisons. Je ne sais pas si ça vous parle, Holiday Swap, ça s'appelle. En fait, c'est des personnes qui partent en vacances et qui échangent leur maison à différents lieux dans le monde. Ouais. Et donc, il souhaite vraiment étendre et vraiment faire de sa compagnie une compagnie très particulière et très, à part, en donnant des trousses à édition limitée à chacun de ses passagers, en offrant aux classes business et première classe un chauffeur qui les attendra à l'arrivée, en partenariat avec l'entreprise Blacklane pour les conduire jusqu'à leur point de Un service rendez-vous. un peu VIP. Voilà, c'est ça. ouais, Avec d'accord. des nouveaux menus sur des très beaux avions. D'accord. Donc voilà, à peu près le premier vol a accueilli 200 passagers. Ouais. Donc c'était une belle petite première pour Global Air. On vous souhaite un bel avenir. Eh ben, merci beaucoup. On continue, on va parler peut-être indirectement, on pourra parler d'ailleurs avec notre invité, c'est le premier vol du Global 8000. On est ça a sur lieu les Global. le 16 mai, voilà, Bombardier, le Global 8000, qui a effectué son premier vol d'essai à Mississauga en Ontario.
Et évidemment, ce vol marque une étape clé dans son entrée en service qui est prévue au second semestre 2025, donc c'est demain. Hein. Et lors de ce vol, toutes les commandes, tous les systèmes ont fonctionné comme prévu. Et donc, il y a eu une validation de toutes les performances qui étaient attendues. L'appareil va rejoindre prochainement le centre de finition de Montréal pour l'aménagement de la cabine, parce que là, on n'est que sur la cellule et les systèmes. C'est un dérivé du Global 7500, le Global 8000, qui promet, en tout cas sur le papier, à confirmer des performances qui vont être accrues avec une vitesse maximale de Mach 0,94. Vous vous rendez compte de la vitesse. Une vitesse de croisière, donc ça c'est la vitesse max, vitesse de croisière Mach 0,92 sur 4200 nautiques marins, ça équivaut à peu près à 8000 km, un petit peu moins. Il peut également parcourir 8000 nautiques marins en vol standard, ce qui fait de lui le jet d'affaires à 4 zones de cabine le plus long courrier au monde. Voilà. Bombardier met aussi en avant le confort exceptionnel qui lui est promis, notamment une altitude cabine qui va être réduite puisqu'elle va être amenée à 2900 pieds. Voilà, donc ça c'est ce qui est promis et sur le papier, puis on va voir un petit peu quels clients vont être susceptibles de mettre en service ce Global 8000 à destination des compagnies d'affaires. Je pense qu'il y a toujours des intéressés pour ce genre d'avion. En plus, c'est des avions qui sont transatlantiques. Donc, voilà. On continue. On va parler de l'embauche dans le secteur aérien. Exactement. Donc en ce moment, encore des embauches. Peut-être notre invité nous en parlera. Et donc le groupement industriel français de l'aéronautique et du spatial, qu'on appelle le GIFAS, qui représente à peu près 50% du secteur de l'aéronautique, a dit que l'année dernière, ils avaient eu 29 000 quand même embauches, donc c'est pas rien. Et que cette année, ils prévoyaient, il y a toujours des petits points négatifs et positifs qui amènent à quelques inquiétudes, mais ils prévoyaient à peu près 25 000 recrutements. Oui. Donc c'est quand même de bonnes choses. Donc si vous recherchez un emploi dans l'aéronautique, plutôt un emploi vers le manuel, tout ce qui est technicien, ingénieur, opérateur, ils aiment bien et ils recherchent ce type de profil. Donc c'est le moment, si vous souhaitez vous reconvertir, c'est le moment ou jamais. Et donc les inquiétudes qu'ils ont un peu, ils ont peur que ça impacte un petit peu l'embauche et qu'ils ne fassent pas les 25 000 embauches prévues à cause des droits de douane qui ont augmenté aux USA, que Donald a un petit peu... Il est un peu tendu là-dessus. Voilà, il a un petit peu chafouiné le marché en ce moment. Et puis la guerre, bien sûr, Russie. Ouais. Oui, non, c'est pas lui. C'est pas celui-là, mais... C'est l'autre. C'est tout à fait ça. Et alors, le point positif, c'est que quand même, on voit qu'il y a quand même un marché derrière, puisqu'il y a Airbus qui a quand même prévu entre 8 et 9 000 quand même avions commandés. Donc, il y a quand même du job derrière qui est attendu. Et 200 Rafales qui ont été vendus par Dassault, dont les 26 qui ont été achetés par l'Inde. Oui. Donc, il y a quand même de bon espoir de réaliser ces 25 000 embauches prochainement. D'accord. Eh bien, écoutez, c'est une bonne nouvelle, ça, pour le secteur de l'aérien. Et puis, on termine enfin cette news. Pardon, ça va plaire à Nico, ça. Nico, dis-nous qui c'est. Spirit of Saint-Louis. De quoi? Charles Lindbergh. Ah, voilà, Charles Lindbergh. Il est incroyable, ce Nico. Ah oui. Pourquoi? Incollable. Parce qu'aujourd'hui, on est le 21 mai. Et on va remonter au 21 mai 1927. Charles Lindbergh, qui réalise son exploit historique, on peut le dire, en réussissant le premier vol transatlantique sans escale en avion. À bord de l'avion que vous avez sur la photo, c'est son monoplan, le Spirit of Saint-Louis, un appareil, c'est un Ryan NX211 qui est doté d'un moteur de 220 chevaux, quasiment 2000 litres de capacité de réservoir. Il relie New York à l'aérodrome du Bourget en France. C'est l'exploit qui était prévu et qui se réalise. Le vol légendaire dure 33 heures et 30 minutes, 33 heures de vol. Ouais. Il faut bien se mettre à la place du mec qui est dans l'avion pendant 33 heures et qui suit la route nord au-dessus de l'Atlantique. Et grâce à cet exploit, Lindbergh remporte le prix Orteig. C'est un défi qui a été lancé en 1919 par Raymond Orteig, un hôtelier américain, qui promettait une récompense au premier pilote qui réussirait cette traversée. C'est Lindbergh, du coup, qui remporte ce titre. Évidemment, ce moment reste un jalon majeur dans l'histoire de l'aviation que tout le monde connaît. Lindbergh, évidemment, c'est... Voilà. Alors, il paraît qu'il a emmené qu'un seul sandwich, en fait. Ah oui? Ah bon? Pour 33 heures? Ouais. Ah, et on? Il a emmené qu'un seul sandwich. Il a mangé une partie après l'autre partie ou... Ah bah ça, on sait pas. Alors, si vous voulez voir, il y a un film qui existe avec James Stewart. Ouais. L'Odyssée de Charles Lindbergh, si vous arrivez à le trouver.
Donc c'est James Stewart qui joue le rôle de Charles Lindbergh et puis qui reproduit un peu cette épopée quoi, extraordinaire. Voilà. Mais en tout cas, voilà, c'était en 1927, donc vous vous rendez compte, à 2 ans près, ça fait presque 100 ans. Les choses ont quand même beaucoup évolué. Voilà. Et c'est vrai que même le look de l'avion, il avait quand même un look un petit peu original. Hein. Mais je me Très demande s'il profilé. n'y en a pas encore qui circulent dans les musées ou. Ça, il faut demander à Nico. Je crois qu'il doit y en avoir encore. Il y en a un qui vole aux États-Unis, il y en a un qui a été reconstruit aux États-Unis qui vole dans les meetings. Oui, parce que je me semble avoir vu dans un meeting ou quelque part ou au sol en statique. Ouais. Ok. Alors il y a frôlé les vagues hein, quand même. Hein. Ouais. C'était pas tout repos. Non, il a failli se tuer quand même. Hein. Ouais. Puis 33 heures, il faut pas dormir là. Ouais. Oui non, aussi. Non, ça, je pense qu'avec le stress, il n'avait pas dormi la veille non plus. En plus. Ah oui, donc ça commençait de faire beaucoup. Ouais. En plus avec un sandwich. Avec un sandwich. Ok. Bon ben voilà, écoutez vos réactions évidemment sur le chat ou bien sur le Discord de la zone aéro. N'hésitez pas, on est là pour échanger sans problème. Voilà. Écoutez, si tout est ok pour vous, on va passer à la séquence du soir. Notre invité du soir, c'est la séquence au sol et en vol. On va parler aviation d'affaires aujourd'hui avec Cédric qui est avec nous. On y va ? On y va. C'est parti. Let's go. Au sol et en vol, voici le thème de l'émission du jour. Et on est parti, j'enlève la rubrique Actu. Attention, regardez bien, normalement, il est là, il est avec nous. Bonsoir. Magnifique, bonsoir Cédric. Salut les amis. Est-ce que tu nous entends bien? Est-ce que le son est bon? Il n'y a pas de problème? Bonsoir Cédric. Très bien, salut les amis. Content d'être pour la première fois avec vous. Je découvre votre chaîne La Zone Aéro et je suis ravi de parler un peu de mon métier et de mon aventure. Eh ben, tout le plaisir est pour nous, surtout que tu es le Exactement. premier directeur de compagnie à répondre à nos questions et aux questions du chat évidemment. Et ben, c'est pas rien. Ah ouais, on est très honorés. On est même impressionnés. Je suis un petit pilote aussi et, Ah bah oui. et un petit homme. Et voilà, c'est pas parce qu'on est patron qu'on est. un petit pilote là, j'ai regardé un peu ce qu'il avait piloté, le nombre d'heures qu'il a quand même. Ouais. C'est quand même pas un petit pilote. Hein. On va en reparler. On va en reparler. Alors il y a le chat Non, évidemment c'est qui te impressionnant. salue. Bonjour Cédric, bonsoir Monsieur Lescope, merci pour votre présence. Voilà, ils sont polis, hein. Ah oui, Ils oui. sont polis les gens du chat. Bonsoir à tous. Alors, on va pas changer une formule gagnante. On va commencer évidemment par, on va dire, une petite séquence de présentation. On va mettre un petit chrono ici pendant 1 minute. Puis l'idée, c'est de nous faire une petite synthèse du début jusqu'à aujourd'hui pour que derrière, on puisse rediscuter un petit peu de tout ça. Ok? Ok. avec Allez, plaisir. c'est parti. Alors écoutez, moi je suis qui? Je m'appelle Cédric Lescope, je suis né en Bretagne, je suis breton et fier de l'être, je ne suis pas resté longtemps mais voilà, mes racines sont là-bas. Je suis né d'un père et d'une mère, tous les deux pilotes de ligne. Ma mère était une des premières femmes pilotes. Elle est née d'une famille de 12 enfants, elle s'est battue pour devenir pilote dans les années 70. Elle a commencé chez Airware, puis TAT, puis elle était copilote puis capitaine sur Mercure à Air Inter. Et mon père était aussi TAT, Airware, TAT et puis Air Liberté. Et il a fini chef de secteur DC-10 chez Air Liberté. Donc j'ai été baigné là-dedans et j'ai pas eu de choix de faire autre chose que de passer au-dessus des nuages. Ma petite sœur aussi est capitaine Air France sur 220. Et voilà, donc tout le monde c'est vraiment une famille aéronautique. Moi, je suis un peu le vilain petit canard qui n'est pas parti dans la ligne. Et ma maman s'est remariée avec un monsieur qui construisait des avions Dassault, qui était le directeur technique, puis le directeur général Dassault Aviation. Et donc, j'avais 12 ans, adolescent, j'ai été trimballé au Salon du Bourget. J'ai vu ces Falcons voler et j'ai eu le virus de ces beaux avions. Et voilà, j'avais aussi une famille un peu d'entrepreneurs. Mon grand-père était industriel, j'avais beaucoup d'admiration pour lui. Il était papetier dans la Sarthe, une usine qui existe toujours d'ailleurs, la papeterie du Bourret. Et puis voilà, et puis j'avais envie d'entreprendre, j'avais cette petite graine d'entrepreneur, mais je me suis dit, est-ce que je fais du commerce, une école de commerce, ou je me forme pilote de ligne? Je me suis dit, allez, forme-toi pilote de ligne, il sera toujours le temps de revenir à l'entrepreneuriat, mais si tu te formes pas pilote de ligne, tu n'auras jamais le temps d'y revenir, et je pense que j'ai bien fait.
Donc je me suis formé assez vite. J'ai tapé à la porte des compagnies. À l'époque, c'était pas si facile. J'étais pas le meilleur à l'école. J'étais pas très scolaire d'ailleurs. J'ai raté mon bac. Je me suis pris un gros coup de pied aux fesses et puis je me suis réveillé. Et puis j'ai passé mes diplômes de pilote de ligne. J'ai commencé une maths sup. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait des gens bien plus intelligents que moi. Et à l'époque, ils prenaient pas grand monde à l'ENAC. Donc je me suis dit, allez, forme-toi dans des écoles privées. Donc j'ai quitté ma maths sup, je suis allé à Nancy, dans une petite boîte qui formait à la TPL théorique. Je suis allé faire la pratique dans une école qui n'existe plus, qui s'appelait SL Formation à Toussus-le-Nom. Et à 21 ans, j'étais formé. J'avais été pris à Liberté, mais ma sœur aussi. Et mon père m'a dit, bon, j'en prendrai... Le chef pilote de l'époque a dit, je ne prendrai pas les deux enfants dans la même boîte. Ma petite sœur est allée faire du Fockersan et moi je suis allé travailler dans un centre de simulateurs au Bourget et puis j'ai rencontré un ou deux pilotes, puis chef pilote, j'ai tiré le fil et puis je m'occupais des manuels sur le Falcon et puis j'avais passé la qualif en interne et puis donc j'étais qualifié et j'ai eu du bol parce qu'à un moment ils ont eu besoin de moi et j'ai commencé jeune copilote à 21 ans sur Falcon 900. J'avais pas fait mon service militaire donc j'étais un peu emmerdé. J'ai trouvé le moyen d'aller vite faire mes classes et puis je me suis j'ai au moins fait les classes et puis ils m'ont dit bon allez c'est bon va-t'en et donc j'ai pu commencer à 21 ans, j'avais 250 heures sur un Falcon 900X et mon deuxième vol c'était un Tokyo, tu vois. Donc l'avion était à Tokyo, que j'étais encore au Bourget, j'étais complètement à la ramasse, mais progressivement j'ai ramé, j'ai rattrapé la machine et puis je suis passé jeune copilote sur Falcon 50, je faisais les deux machines, 50-900, c'était super. Et puis à 26 ans, ils m'ont proposé de passer captain sur un Hawker 800 XP. Et puis je suis passé captain sur le 50-900, je faisais 3 machines, j'étais gamin, j'ai fait le tour de la planète pour des grands patrons, en Afrique, en Asie, je me suis régalé, j'ai fait 5000 heures de vol jusqu'à mes 30 ans. Et puis assez vite j'ai été rattrapé par cette graine de l'entrepreneur et j'ai créé à 24 ans une première boîte, puis une deuxième en parallèle de mon métier de pilote de ligne. J'ai créé une petite boîte de courtage qui aidait les gens à louer des avions d'affaires. Je les aidais à trouver le meilleur prix, l'avion le plus adapté. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de logiciels, donc j'avais une bonne connaissance de ça. Et je leur disais, c'est cet avion qu'il faut pour ta mission. Il n'y a que 3 compagnies qui l'ont, je vais les appeler, je vais trouver le meilleur prix. Voilà. Donc, je prenais une petite commission de courtage et voilà, j'ai eu un salarié 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis à la fin, j'en ai eu marre d'affréter les avions des autres parce qu'on est toujours entre le marteau et l'enclume et on ne maîtrise pas trop l'opérationnel. Je me dis, ça serait sympa de racheter une compagnie aérienne. Donc en même temps, je faisais mon métier de pilote de ligne, c'était pas simple. J'essayais de naviguer un peu entre tout ça. Et puis j'ai essayé de racheter la compagnie aérienne qui m'embauchait en tant que pilote parce que j'étais chez Leader Unijet, c'est une belle société familiale qui est devenue Luxe Aviation. Mais à l'époque, les patrons étaient plus ou moins vendeurs. Ils ont fini par vendre à quelqu'un d'autre, mais je n'y suis pas arrivé. Et puis c'est pas grave, j'ai un autre dossier qui m'est passé sous le nez qui s'appelle Jetfly. Et ce petit dossier, ça je l'ai attrapé au vol. À l'époque, la boîte, c'était en année 2008-2009, elle avait 7-8 ans. C'était une belle petite société en devenir qui gagnait déjà correctement sa vie, qui avait fait un petit club de propriétaires sur Socata TBM. Il y avait eu 7-8 TBM. Ils avaient commencé le Pilatus PC12. Et puis c'est une boîte qui allait bien, mais les actionnaires ne s'entendaient plus et s'étaient fâchés et c'était un peu un statu quo. Ils avaient viré le CEO et tout ça, donc les actionnaires qui n'étaient pas vraiment des opérationnels s'étaient retrouvés sans CEO et on dit on aimerait vendre, mais c'était un peu officieux sous le manteau. Moi j'ai eu l'info un peu en off par hasard par un copain allemand qui bossait pour un gars qui avait une part d'avion dans leur club qui m'a dit Cédric, tu devrais creuser ce truc-là. Donc j'ai tiré le fil, je suis allé à Genève rencontrer les actionnaires et je me suis battu pendant 2 ans et j'ai levé des fonds. Je savais pas trop comment on faisait, mais j'avais un copain qui bossait dans une boîte de finance, dans une petite banque d'affaires, et on a associé nos forces. Donc ce copain, c'est Maxime Bouchard, avec lequel je partage toujours le même bureau aujourd'hui. On est un peu les 2 mousquetaires de cette aventure. Il y en a d'autres qui nous ont rejoints après. Mais à 2, on a uni nos forces. Moi, je suis plutôt un développeur. J'aime bien créer, j'aime bien foncer, j'ai le sens un peu du commerce, de la vente. J'étais passionné d'aéronautique et voilà. Et lui, il me faisait un peu atterrir.
plutôt terre-à-terre, gestionnaire, financier. Et donc à deux, on était super complémentaires, et on l'est toujours. Et en 2010, on a levé des fonds grâce à ses compétences et mon réseau. Et on a réussi à racheter Jetfly, 65% dans un premier temps, puis 100%. C'était en 2010. Et là, on s'est retrouvé jeune trentenaire à la tête d'une compagnie aérienne. Alors, on a encore du lait qui nous coulait du nez. Mais, Donc Jetfly, alors elle avait plus que 16 ans aujourd'hui, parce que là, donc aujourd'hui, c'est 16 ans à la tête. Elle avait 10 ans à l'époque, elle a été créée en 99 et on l'a repris en 2010, elle avait 10 ans. C'était une boîte de 65 personnes, 45 pilotes, il y avait 10 avions. Et 15 ans plus tard, parce qu'aujourd'hui elle a 25 ans, pour vous donner quelques chiffres, Jetfly c'est plusieurs sociétés, mais le groupe c'est 500 personnes, c'est 250 pilotes, c'est 70 avions et c'est à peu près 500 clients qui ont des avions ou des parts d'avions. Et c'est un business model un peu atypique dont je vais vous parler. Ok. Donc en fait c'est un développement incroyable en l'espace de 15 ans, hein, ça, on peut le souligner déjà. Ouais. Et Nico, je suis persuadé que tu vas avoir déjà la première question, comme d'hab. Ouais, non, mais d'après ce que j'ai entendu là, il y avait plus une passion d'entrepreneuriat que d'aviation peut-être, je sais pas. Ouais, moi ce qui m'intéresse c'est vraiment pas, c'est pas le business, c'est pas l'argent, c'est l'aventure humaine. C'est sympa, c'est ce dont je suis fier aujourd'hui, c'est d'avoir créé quelque chose, c'est de faire vivre 500 foyers, c'est d'avoir créé un peu ça, c'est ça qui m'anime. C'est vraiment les gens et l'humain qui m'a toujours nourri, et j'essaye de gérer cette boîte en bon père de famille où évidemment mon challenge aujourd'hui c'est qu'à 500 personnes on connaît plus tout le monde et on est obligé de processer, et c'est de garder ce côté familial, même un peu start-up et d'agilité dans une boîte qui grandit, et c'est parfois pas facile, il faut faire des concessions, il faut apprendre à déléguer d'ailleurs, parce que c'est une super école, parce que si tu délègues pas, tu grandis pas. Il y a plein de gens qui sont dans le micromanagement, et ça c'est vachement dur, parce que moi j'aime être au courant des choses, et on est obligé de perdre un peu le fil avec certaines choses pour accepter d'être un peu plus loin. Et puis un jour on part en vacances, ou on est malade et on se rend compte que la boîte tourne sans nous, donc on se dit en fait je suis pas indispensable, et personne n'est indispensable, c'est ça la leçon de tout ça. Et puis voilà, il faut créer la passion, et quand les gens sont passionnés et que ils créent de la valeur autour de vous, et puis ça grandit, et il faut être animateur de tout ça. Finalement, ta stratégie a été bonne dans le sens où tu as d'abord fait une activité, on va dire, opérationnelle. Tu as appris à être pilote, à être dans ce milieu-là, à piloter, et puis après, appliquer en fait ce qui te passionnait plus là-dessus, en fait. Ouais, c'est toujours assez dangereux d'ailleurs quand on entreprend dans un business qui est sa passion, parce que c'est là où on n'est pas lucide, on prend des mauvaises décisions. Et j'avoue que d'être à deux avec mon associé Maxime, ça m'aide beaucoup, parce que on n'est pas toujours d'accord. C'est un peu mon garde-fou. Et parfois, je l'emmène dans des directions. Donc c'est super d'être deux aussi. On en reviendra peut-être, mais être tout seul, c'est pas fastoche. Et là, c'est sympa. Mais c'est pas facile de bosser dans sa passion. Hein. Ça paraît un luxe, ça paraît super. Et d'ailleurs, c'est super, mais c'est plein de pièges. Finalement, tu pilotes encore là, en ce moment ? Ouais. Pardon ? Tu pilotes encore ? Ouais, j'essaye de pas rester dans ma tour d'ivoire et d'être au contact du terrain, parce que je suis mon centre d'opération au Luxembourg avec ma femme et les enfants, on habite là, etc. Mais le terrain de jeu, c'est l'Europe. Et ce qui se passe, on fait parfois jusqu'à une centaine de vols par jour. Et voilà, ça fait du bien de temps en temps d'aller un peu dans les cockpits. Je le fais pas assez, je le fais de moins en moins, mais il faut vraiment que je me botte les fesses. J'ai été qualifié PC24 et PC12. PC24, j'ai arrêté l'année dernière, je l'ai fait pendant 3 ans parce que je trouvais que c'était bien de savoir un peu de quoi je parlais. Mais le PC24, il est en commercial, on peut faire du simu tous les 6 mois. Puis quand je fais les choses, j'aime bien faire les choses, donc être au niveau. Voilà. Donc là, j'ai arrêté, je fais que du PC12, mais déjà, c'est pas mal. Et donc, ça me permet de voir mes pilotes, d'avoir mes clients. Et quand je rentre de vol, en général, j'ai une liste comme ça de choses qui ne me plaisent pas. Et voilà, mais c'est sympa. Et puis, je pense que les pilotes sont contents de me voir aussi, et que voilà, je partage un peu leur aventure. Ouais, c'est vrai qu'il y a un lien. Et d'ailleurs, du coup, piloter une entreprise à deux, quelque part, c'est une application du CRM qu'on a dans les avions, mais au niveau de la gestion d'entreprise.
Ouais, c'est pareil, c'est les mêmes problématiques, hein, c'est l'humain, donc que ce soit aux commandes d'une entreprise dans un bureau ou dans un cockpit, on a les mêmes pièges, les mêmes dangers. Il faut s'écouter, il faut savoir se parler, c'est comme dans un couple, hein. Oui, oui, bah oui, Oui, c'est ça. c'est ça. Non, mais ce qu'il y a, l'avantage, c'est que tu connaissais le sujet, puisque tu étais pilote. Et ça, c'est une bonne chose, parce que à Seb, nous, on a connu des gens qui ont dirigé des entreprises, à des écoles, et qui savaient pas ce que c'était que l'instruction, quoi. Donc, ça se ressent dans une entreprise. Hein. Il y a des gens qui pourront être pilotes et qui seront très mauvais gestionnaires. D'ailleurs, je le dis encore une fois, je pense que heureusement que j'ai mon associé Maxime, on est très complémentaires tous les deux. Et la personne qui sait tout faire bien, qui sait piloter un avion et qui est le pro du fichier Excel, des RH, qui est un bon vendeur, qui est un bon communicant, qui est un leader charismatique, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il faut avoir conscience de ses défauts et de ses faiblesses pour savoir s'entourer. C'est ça le talent, c'est d'avoir des gens autour de vous qui sont meilleurs que vous. C'est ça la clé. Ouais, C'est un peu ce que disait d'ailleurs Bernard Tapie. Il dit la meilleure boîte, c'est celle où on prend tous les meilleurs et qu'on n'est soi-même pas le meilleur. Ouais, bah c'est du bon sens. Qui disait. Du bon sens. Ouais. Il faut leur laisser de la place. Alors, le chat, n'hésitez pas à poser des questions, évidemment, vous le savez, hein, parce que là, on a commencé les débats, on discute entre nous. Cette émission, elle vous est aussi ouverte. Hein. N'hésitez pas à poser vos questions, les mettre de côté. Il y en a déjà quelques-unes qu'on a mis de côté, et on va en reparler. Cynthia, tu voulais poser la question? Je pense que ce côté d'être des deux côtés, justement, et d'être sur le terrain, peut-être ça facilite aussi le dialogue avec ces pilotes. Justement, d'être peut-être plus accessible, de vivre la même chose que... Les clients aussi, Oui, parce qu'ils sont aussi derrière. Quand on vend une solution et qu'on n'est pas un vendeur de flûte parce qu'on sait de quoi on parle, souvent les clients ils ont aussi de la connaissance, ils savent de quoi ils parlent, mais c'est important tout de suite de les corriger subtilement ou de leur montrer qu'on maîtrise bien notre sujet. Ça aide beaucoup ça aussi en vente. J'ai même une de mes commerciales en Espagne, qui gère l'Espagne, qui a passé son PPL et elle dit ça m'apporte beaucoup dans les ventes parce que j'ai gagné une petite crédibilité sur le sujet. D'accord. Oui, parce que j'imagine que vous avez tout type de clients, des clients qui peuvent avoir un antécédent dans le pilotage, d'autres pas du tout. Oui, tout à fait. Les petits avions, notamment le Cirrus, le PC-12, attirent une clientèle qui n'a pas peur, parfois il y a cette rengaine du monomoteur, est-ce que c'est fiable et tout, alors que bon, on a un taux d'accident qui est 3 fois inférieur à du biturbine. Le sujet n'est pas un sujet. Il n'y a jamais eu, par exemple sur le PC-12, d'accident mortel par pas de moteur. C'est que de l'accident humain. Le plus important, c'est 2 pilotes dans un avion. Et je ferai une exception à ce que je dis avec le Cirrus, où j'ai assumé des équipages monopilotes parce que la technologie m'apporte une couche de sécurité intelligente sur l'autoland et le parachute, mais on pourrait y revenir. Voilà. Je me suis un peu perdu en route, je ne sais plus trop pourquoi on est arrivé à parler de ça, mais... L'association clients, pilotes... Donc les clients, j'ai des clients qui sont parfois des gens qui pourraient avoir un Global 8000, comme tu as présenté tout à l'heure, mais qui ont les pieds sur terre et qui sont contents d'avoir le plus petit avion d'affaires intelligent et même une petite part de cet avion, qui sont donc des passagers. Puis j'ai des clients anciens pilotes PPL, des clients même qui veulent piloter l'avion. Alors ça, c'est pas facile sur le PC-12 parce qu'on a mis en place des process de travail en équipage avec des SOP très puissants, des règles très puissantes. On est aussi en commercial, donc on est très suivi avec un procès. Mais par exemple, sur le Cirrus, je développe une petite solution où les gens peuvent être qualifiés. Comme on est en monopilote, le capitaine qui est à gauche s'assoit à droite et devient le safety de mon client pilote. Mais il faut quand même qu'il se qualifie, qu'il soit formé, qu'il soit bon, qu'il ait ses licences. Et s'il n'est pas bon, il n'aura pas sa place. Mais... Ouais. Donc, du coup, tu as des instructeurs parmi tes pilotes pour ça? Oui, c'est quasiment tout sur le Cirrus, c'est quasiment tous des instructeurs qui sont en train de passer TRI sur la machine. D'accord. Ouais. D'accord. Alors, il y a quelques petites questions, il y en a 3 déjà, et on va commencer de les poser, ces 3 petites questions, et n'hésitez pas à continuer de les poser, on les rajoute dans la liste. C'est J'entends rien qui nous demande, la compagnie est composée de quel appareil? On a déjà fait un petit point là-dessus, mais est-ce que tu peux préciser pourquoi tu as choisi aussi ces appareils-là? Oui, alors l'histoire, c'était Socata qui a beaucoup aidé Jetfly à l'origine quand ils ont lancé ce petit club de TBM. Socata a beaucoup aidé à apporter, je pense, en leasing ou en prêt un premier TBM 700, puis un deuxième.
franchement, on leur doit, je pense, la naissance de Jetfly et je les remercie encore. Voilà. Ensuite, il y a eu le PC12 en 2003. Et puis, ils ont voulu lancer, à l'époque, on n'était pas encore là, un programme Piaggio Avanti. Voilà. Et quand je suis arrivé, j'ai voulu, avec Maxime, simplifier le modèle. Parce qu'en aviation, si on veut gagner de l'argent, c'est compliqué. Mais si on a plein d'avions différents, plein de process différents, plein de certificats de maintenance, de qualification pilote, c'est un cauchemar. Et c'est comme ça qu'il y a de l'inefficacité à tous les étages et qu'on n'arrive pas à trouver une rentabilité. Donc on s'est dit, soyons monoproduits et on s'est lancé que sur PC12. Donc progressivement, j'ai dû prendre une décision difficile avec Socata qui m'avait aidé au départ. Les avions étaient tellement proches que j'ai décidé de convertir les gens du TBM sur le PC12 et progressivement j'ai sorti un TBM par an. J'ai fini par ne plus avoir de TBM. Le Piaggio, on l'a juste gardé parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas avoir de certificat de transport public si on n'avait pas 2 moteurs. C'est possible aujourd'hui d'avoir un certificat de transport public monomoteur, mais à l'époque, ce n'était pas possible. Donc, c'était bien d'avoir un CTA dans le groupe parce qu'on était vu un peu comme une petite compagnie un peu bizarre, un club. D'avoir un CTA, ça rassurait tout de suite les autorités européennes parce que c'était carré, c'était supervisé. Voilà. Donc, on a eu cette petite flotte de PC12 qu'on a grandi de 8 à aujourd'hui 25 machines en fractional. Quand on avait bien optimisé notre business autour du PC12, on s'est autorisé de reprendre un deuxième avion et la Pilatus a lancé un Pilatus PC24 qui est un biréacteur et on a trouvé ça génial parce que c'était un avion qui avait l'ADN du PC12, c'est-à-dire la porte cargo, l'agilité à se poser sur des pistes courtes. C'est comme un biréacteur qu'on pose dans l'herbe, donc et on le fait. C'est un des seuls d'ailleurs. Ouais, alors le Falcon 50 le faisait, je crois. Certains, enfin voilà, il y en a pas beaucoup qui le font. Et voilà. Donc pour répondre à la question de votre auditeur, PC12. PC24. PC12, c'est pour moi un avion incroyable qui fait tout. C'est un peu le couteau suisse, le fer 7 au golf. Il garde super bien sa valeur et ça, c'est important pour nos clients. Au bout de. Donc ça, c'est un 24 que vous montrez à l'écran, mais le PC12, bah, c'est celui-là. Là, voilà. On va voir les photos qui vont défiler. C'est un avion suisse qui a été créé dans les années 90. D'ailleurs, il n'a pas changé depuis 30 ans. C'est un avion où vous avez 8 sièges derrière. C'est un peu le Land Rover Defender. Vous voyez, vous posez partout. Moi, je vais à Belle-Île avec, ça fait 600 mètres. Même avec un petit avion à piston, parfois c'est un peu short. Bah, avec le PC12, on y va bien apporté à la bonne vitesse. Hein, ça se pose à 75 nœuds à masse faible. Avec la reverse, on l'arrête en 300 mètres l'avion. Hein. C'est impressionnant. Ah ouais, très impressionnant. Voilà, on se pose à Courchevel, on se pose à Megève, on se pose sur de l'herbe. Donc ça, c'est un avion d'une fiabilité, comme je le disais, incroyable. 2 fois moins d'accidents sur un biturbine, le même taux d'accident sur un biréacteur. C'est un avion qui vaut 7 millions de dollars aujourd'hui et ils en produisent une centaine par an et ils en ont produit 2200 dans le monde. Le 2/3 de la production est aux États-Unis. C'est un avion qui en 30 ans n'a pas eu de concurrent. Il y a le Denali là, qui arrive, mais il arrive en retard avec un moteur qui n'est pas tout à fait au point. La Pratt & Whitney PC12 qui est le moteur de cet avion, c'est un moteur qui a fait 60 millions d'heures de vol, qui équipe des centaines d'avions, qui peut tourner 1 heure sans huile. C'est un truc à 60 ans incroyable. Incroyable. Voilà, donc ça c'est notre petite arme de guerre. Et le PC24 qui reprend cet ADN, qui est un avion aussi rapide qu'un Airbus A320 ou un 737, il marche à 450 nœuds, alors peut-être légèrement moins rapide, je pense qu'il y a des puristes qui vont me reprendre, mais c'est un avion quasiment, voilà, c'est quasiment la vitesse d'un avion de ligne, ça vole au niveau 450 et ça se pose sur 800 mètres. Donc on va sur des petits terrains comme la Mole, comme... voilà, c'est un plancher plat comme le PC12, c'est assez rare dans les avions d'affaires, il y a souvent une travée, donc ça c'est vachement apprécié. La porte cargo est super appréciée, ça a un range de 2000 nautiques, c'est un petit avion qui vaut le double du PC12, ça vaut quasiment 14-15 millions de dollars. Voilà. Et pour parler du business model, et je termine sur les avions, on a aussi lancé un programme avec le 3e avion qui est le dernier arrivé, qui est le Cirrus Jet. Ça, c'est plutôt des petites graines pour avoir une porte d'entrée dans l'aviation d'affaires. La porte d'entrée la plus basse dans l'aviation d'affaires, pour avoir un avion pressurisé, dégivré, rapide, il n'y en a pas 36. Vous voyez, le DA62, le Cirrus
SR22, c'est pas pressurisé, c'est pas forcément toujours bien dégivré, etc. L'entrée de gamme, c'est le PC-12 ou le Cirrus. Et le Cirrus, c'est quand même moins cher, ça vaut 3 millions, 3 millions et demi. C'est un petit avion marrant, nous on l'opère avec 4 passagers et un pilote. Et comme je le disais tout à l'heure, on a assumé le monopilote. Mais cette technologie, elle est quand même assez redoutable parce qu'elle vient par la petite aviation. Ce système d'autoland, c'est quand même assez incroyable. On appuie sur un bouton, l'avion se pose tout seul. Il choisit le terrain, il évite les orages, il évite le relief, il va choisir le bon QFU, il va prévenir le contrôle, il va parler aux passagers, il va sortir les volets, il va réduire la vitesse, il va sortir le train tout seul, il va arrondir, il va poser, il va dire aux passagers, vous êtes arrivés, vous êtes sauvés. Finalement, il faut un steward quoi, dans l'avion. Ben, c'est pas fait encore. Cette technologie, elle existe depuis longtemps parce que les 4.3, ça fait 50 ans que ça existe. Ce qui est nouveau, c'est qu'il sort quand même le train tout seul et les volets, etc. Et qu'il a, voilà. Mais voilà. Donc on assume monopilote parce qu'il y a ça. C'est intéressant. Voilà. Et pour parler du business model, parce que le business model de Jetfly, c'est un business model qui est très peu répandu. En Europe, vous avez, pour parler un peu du marché, vous avez 1000 compagnies d'aviation d'affaires et 4000 avions d'affaires. Voilà, c'est à peu près ça. Donc il y a à peu près 4 avions par compagnie. C'est des petites compagnies qui n'ont pas beaucoup d'avions. En moyenne, c'est 4, parfois c'est 10, parfois c'est 1. Voilà. En France, par exemple, vous avez, je sais pas, 100 AOC, vous en avez 20 qui font de la ligne, et il y en a 80 qui font de l'aviation d'affaires. Donc c'est le gros des AOC dans les pays, c'est ça. Mais c'est souvent des toutes petites boîtes parce que vous êtes à Valence et il y a le patron du Leclerc avec le président du club de foot qui a une boîte de je sais pas quoi, qui s'achète un avion, qui le mettent en commercial pour pas payer de TVA, pour le rentabiliser un peu. Ils font leur petit business en région. Voilà, ça c'est le modèle air taxi traditionnel. Et ben il y a que sur 1000 compagnies aériennes en Europe qui font de l'aviation taxi, il n'y en a que 3 qui font la multipropriété. La multipropriété, c'est quoi? C'est vous achetez la part d'avion dont vous avez besoin pour votre volume. Vous n'avez pas besoin d'acheter tout l'avion, vous achetez ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de pas beaucoup d'heures de vol, vous achetez une petite part, vous avez besoin de beaucoup d'heures de vol, vous achetez une plus grosse part. Et vous partagez le capital, mais jamais la disponibilité. Ça, c'est assez magique. C'est-à-dire que moi, je vends des petits 16e de l'avion, je divise l'avion en 16. Mais si vous voulez le 16 l'avion à la même heure, le même jour, vous aurez tous un avion, et pas le même. En fait, c'est la loi des grands nombres. Donc j'ai à peu près 40 avions pour 400 clients, j'ai en moyenne 10 clients par avion. Et c'est assez magique parce que j'arrive à faire les vols avec 95% des vols avec ma flotte. Et pourtant, si tout le monde voulait l'avion en même temps, j'ai pas 400 avions, j'en ai que 40. Mais en fait, ils partent jamais à la même heure, ils partent d'avions différents. Donc j'optimise avec un même avion, je vais faire 6 clients différents dans la journée. Voilà, c'est une ruche. Il n'y a pas de software pour arriver à faire marcher tout ça, mais il y a le cerveau humain. Tous les jours, j'ai des équipes qui montent le planning pour le lendemain. Ils regardent les pilotes qui sont disponibles. Sur mes 150 pilotes fractionnels, il y en a la moitié qui se reposent, donc j'en ai plus de 70, j'en ai peut-être 10 qui sont malades, et j'en ai 20 qui sont en formation, il m'en reste 50, alors ils sont où? Tac, tac, tac. Résultat des courses, la veille, on a perdu 2 avions parce qu'on a éclaté un pneu là, et puis là, on a un problème de senseur. Bon, voilà, il m'en reste, j'en ai plus 20. Sur mes 25 PC-12, j'en ai 5 qui étaient en maintenance régulière, j'en ai 3 qui sont sur le carreau, ok, il m'en reste 17, ils sont où? Alors celui-là, il va faire ça. Bon, c'est ça, tous les jours, je recasse le château de cartes et on refait ça, parce que la puissance du modèle, c'est qu'on garantit la disponibilité et vous ne payez que le temps où vous êtes dans l'avion. Ouais. C'est moi qui paye les vols à vide, c'est moi qui paye les vols d'approche, mais quelqu'un qui est à Belle-Île et qui veut aller à Biarritz, il va juste payer le Belize-Biarritz. C'est moi qui vais. Donc moi, je vais essayer de trouver l'avion le plus proche de Belle-Île. Et une fois que l'avion sera à Biarritz, je ne vais pas le ramener à une base. Les avions sont nomades. Et je vais attendre de voir. Peut-être dans 2 jours, il y a un vol à Pau. Je vais me faire 10 minutes de vol et je vais aller à Pau. Donc je vais essayer de faire ce vol. Donc j'essaye d'optimiser pour optimiser mon modèle et à maximiser mes marges. Donc les 3 gros avantages du programme, c'est vous achetez une part d'avion qui vous correspond et vous avez une garantie de disponibilité, même si vous partagez avec 10 mecs sur l'avion, vous ne l'aurez pas un week-end sur 10, vous l'avez tous les week-ends si vous voulez. Le deuxième gros avantage, c'est que vous payez que le temps où vous êtes dans l'avion. Et puis le troisième avantage, c'est qu'on a des avions super qui sont les seuls à pouvoir se poser à des endroits où personne ne va. Quand vous voulez louer un avion, vous avez aussi souvent c'est pas des PC-12 qu'on loue, ils ont aussi des marges de transport public
qui font qu'ils ne se posent pas sur toutes les pistes. Nous, avec le copropriétaire, on peut aussi riverter en privé, être en régime de vol privé, et parfois aller sur des endroits juste incroyables, sur des petites pistes au milieu de nulle part. Voilà la flotte, voilà le business model, voilà un peu les chiffres du marché. C'est ça mon univers. Là, on a toutes les clés pour faire pareil, hein, Seb, on va faire pareil. Oui, bon, on va attendre. Compagnie, là, on a toutes les... Il nous a tout donné. Là. Non, mais c'est un business model qui crée beaucoup d'envie parce qu'on marche plutôt bien, etc. Mais ce qui est vachement dur, c'est que la marche à l'entrée, elle est super haute. C'est-à-dire si vous voulez monter une boîte de multipropriété avec la même promesse, c'est-à-dire la garantie dispo et ne payer que les heures volées, il vous faut quasiment 10 avions upfront pour commencer. Alors ça, on peut faire un chèque de 100 millions ou de 50 millions et trouver les 10 avions. Mais après, il faut trouver rapidement les 100 clients pour faire tourner le moteur. Parce que si c'est pour payer vos 50 pilotes et pas pouvoir payer les salaires. Donc c'est pas simple en fait ce business model. Et à l'époque, je pense que Socata a aidé. Ça s'est fait un peu petit à petit. Mais c'est pas facile à répliquer. Voilà. Donc, les pilotes, ils sont un peu gérés, donc du coup, comme les avions. C'est-à-dire que pour l'exemple... De Biarritz, le pilote il reste à Biarritz en attendant peut-être une mission sur PC12, moi, mes clients ils sont en contrat luxembourgeois, charge luxembourgeoise. Ils viennent prendre leur fonction le premier jour à Luxembourg, on leur donne les clés d'un avion. Ils commencent de Luxembourg, ils partent avec leur petit PC12 faire leur périple 7 jours en Europe, tous les jours. Parfois ils ne volent pas, parfois ils font 10 vols, parfois ils font un vol. Parfois, ils font des terrains pas très marrants parce qu'ils aiment ils font des grandes pistes. Ils vont à De Gaulle, à Francfort. Parfois, ils vont aller au milieu de l'Allemagne dans un terrain qu'ils ne connaissent pas. On fait à peu près 600 terrains différents toute l'année. Il y a des pilotes qui font jusqu'à 150 terrains différents dans l'année. Et puis, au bout de 7 jours, il ramène mon avion à Luxembourg. Il reprend sa petite voiture. Soit il habite dans une vie très simple à Luxembourg ou à côté, à Thionville, Metz. Soit après ces 7 jours, il a 7 jours de repos. On est assez généreux et on veut que les gens soient contents et des vies de famille agréables. Il s'arrête 7 jours, donc il peut même habiter en Bretagne ou ailleurs. Il reprend sa voiture, son train, et puis il va se reposer et il revient 7 jours plus tard pour refaire la même chose. Et on lui donne une organisation. C'est ce qu'il peut faire. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a cet aspect humain et très familial qui est important quand même dans cette entreprise. J'ai l'impression que ça te tient à cœur, que c'est très important. Ouais, si je vous invite à venir nous voir dans les bureaux, c'est assez sympa. Il y a une ambiance assez familiale. Tout le monde peut dire ce qu'il pense, tout le monde peut changer un process. Je pousse vraiment l'initiative. On est une boîte jeune. J'étais le plus jeune avec mon associé Maxime quand on est rentré. On est maintenant les plus vieux. 47 ans maintenant, mais on est une boîte un peu sur un mode start-up où les gens. J'essaye de gérer cette boîte en père de famille. C'est pas toujours facile parce que parfois il faut féliciter, il faut gronder aussi de temps en temps. Mais il y a des seuls gosses dans toutes les familles. J'ai vraiment des super pilotes. On a des super employés aussi au sol parce qu'il n'y a pas que les pilotes. Il y a tout ce qui pour faire tourner la machine. On a un centre d'opération de 100 personnes qui tourne à Luxembourg qui est vachement sympa. Mais c'est important d'avoir ce côté un peu familial que je répète souvent. Et c'est pas du bullshit, c'est vraiment ce que je pense. Et parce que les gens s'attachent et quand vous les traitez. C'est vrai parce que personnellement, je connais, on en parlait avant l'émission. Là, je connais des pilotes qui travaillent chez toi et effectivement, je les connais parce que c'était des anciens élèves et ils étaient très sérieux, quoi. C'était des gens. Des pilotes très sérieux. Ils sont toujours contents. Oui. Est-ce qu'ils sont toujours sérieux? On va tout savoir. Oui. Non, on a droit. Nous, on essaye d'être détendus, on est cool, tu vois, on n'a pas d'uniforme de pilote avec les 4 galons, etc. On a des vestes, je leur ai offert des blousons de cuir à mes pilotes parce que j'aime bien le côté aviateur. On est cool, mais pro, enfin, on est professionnel, on peut se permettre d'être un peu plus détendu, mais on n'est pas je m'en foutiste. D'ailleurs, c'est la première chose que je leur dis quand j'ai des gens qui rentrent chez moi. Je leur dis, je vous donne les clés d'une petite entreprise. Vous avez un avion à 7 millions de $, vous avez la carte bleue de l'entreprise, vous faites ce que vous voulez, vous gérez votre équipage, vous avez un copilote à gérer, mais vous représentez l'entreprise. Sur un terrain, je ne veux pas vous entendre mal parler à quelqu'un. Si vous avez un problème, vous venez me voir, vous n'engueulez jamais personne. C'est pas, je veux qu'on soit professionnel, pro, carré. Même dans un train, quand vous n'êtes pas en fonction, faites attention à ce que vous dites, à ce que vous représentez l'entreprise. C'est l'image de l'entreprise, c'est sûr. Le savoir-être.
La discrétion, c'est important de tout ce qu'on apprend dans un cockpit, ça reste dans l'entreprise. Nos clients, ils veulent de la discrétion et je suis vachement dur là-dessus. C'est ce qu'ils viennent rechercher chez nous, c'est que ce qu'on entend dans les cockpits ou dans les avions, ça reste là. Voilà. Donc les pilotes, quand ils sont en déplacement, pendant ces 7 jours-là, ils reçoivent, donc ils vont à une destination, et après, le soir ou le lendemain, ils reçoivent un message pour aller ailleurs ou... Exactement, ils ont sur leur téléphone, ils reçoivent un petit bip dès que ça change, et ça change souvent dans l'aviation d'affaires. Mais le lendemain, là, ils commencent à peu près à savoir ce qu'ils vont faire demain. Parce que, ils commencent. Normalement, le planning est publié vers 14-15 heures. Ça peut changer, mais en milieu d'après-midi, dirons-nous, ils savent ce qu'ils vont faire demain. Après, si par exemple j'ai une panne d'avion, et quand il y a 25 avions qui volent, il y a toujours des pannes d'avion. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de journée sans panne ou sans problématique. Donc il y a aussi des plannings qui changent au cours de la journée parce qu'on part sauver un client qui s'est retrouvé en carafe quelque part, ou un client qui s'est gouré de date ou qui a loupé son vol et qui ne pourrait pas venir me dépanner, même si je ne suis pas dans mon préavis de 24 heures. Évidemment, on a envie que tous nos clients soient contents, donc on va aller lui sauver la mise à Marseille pour l'emmener à Milan parce qu'il a loupé son avion. Bon, c'est un peu notre... dans l'actu, j'aurais dû vous passer une photo, mais hier, on avait le terrain de la Mole qui est passé sous 1 mètre d'eau. Oui, on l'a vu. J'avais un de mes PC12 avec... mais je l'ai vu d'ailleurs en photo. Oui, je l'ai vu. L'eau s'est arrêtée au-dessus des roues. On a eu peur parce que c'est monté tellement vite. Je me suis dit, oulala, je vais perdre un avion, que je vais voir flotter et dériver. Mais voilà, ça, c'est les journées typiques. Quand on a une flotte de 50 avions au coin de l'Europe, il y a un orage de grêle, il y a un truc. Bon, c'est notre quotidien. D'accord. Ça, c'était assez impressionnant. En fait, Seb, tu vois, quand pour les élèves là, qui vont travailler chez Jetfly, ça ne change pas de l'école où on leur donnait des naves à préparer du jour au lendemain. Oui, il faut les s'adapter. Voilà. C'est un métier où il faut savoir aimer le changement et il ne faut pas s'énerver quand ça change. C'est un métier où il faut aimer le service parce que ça, c'est clé. Moi, ce que je dis souvent, c'est que j'ai pas envie d'avoir des mermaudes. Si le gars qui s'est posé l'avion les yeux fermés, l'ILS en croix, ça m'intéresse pas. Moi, je veux des pilotes d'un niveau correct, mais qui ont l'état d'esprit Jetfly et qui aiment le servir, qui aiment porter les bagages, qui aiment nettoyer l'avion, qui aiment aller acheter un petit cahier pour l'enfant, des bonbons pour faire le kilomètre de plus pour aller mettre une bougie d'anniversaire pour quelqu'un. C'est ça l'esprit de la grande famille Jetfly, c'est qu'on attend le client pas engoncé dans son canapé, mais dehors pour lui ouvrir sa porte. C'est le service. Voilà. Ouais, c'est ça. Je donne dans la ligne d'horizon des gens qui rentrent chez moi, que ce soit les pilotes ou des employés, je leur dis il y a 2 grands mots que vous avez en ligne d'horizon, c'est votre cap, c'est service et sécurité. Il n'y en a pas un au-dessus de l'autre. Les deux sont... Si vous mettez la sécurité en haut, les avions ils restent au sol et c'est facile, on sera safe, mais il n'y aura pas de vol. Les deux doivent trouver une bonne balance. Si vous mettez que du service, vous allez faire n'importe quoi, vous allez avoir un accident. Donc, il faut trouver la bonne balance. Mais il ne faut jamais oublier les deux. Et ce service et cette sécurité, j'en parle même à un comptable ou je leur dis, il y a du service dans ce que vous faites. Pensez service toujours quand vous rédigez une facture. Si vous ne la comprenez pas vous-même, c'est que le client ne la comprend pas. Donc, proposez-moi quelque chose. Voilà. Et la sécurité, elle est partout aussi. C'est une chaîne. D'ailleurs, on parle de CRM, mais c'est plus des cockpits, c'est des compagnies ressources management maintenant, parce que tout le monde est un maillon de la chaîne. Et voilà, donc c'est une grande structure. Alors, effectivement, il y a Philémon qui nous dit qu'il va y avoir un afflux de CV, c'est possible, il faut s'attendre. Et il y a plein de questions, là, j'en ai mis 12 de côté. Alors, on va essayer de les regrouper. On va commencer par celle de Jean, on va les regrouper. Il parlait les types d'aéroports un petit peu particuliers qui sont desservis, donc les liaisons, peut-être les tarifs aussi pour les gens qui veulent investir. Il parlait justement du 16e d'avion, combien ça coûte pour que quelqu'un décide de prendre sa part et après au quotidien, comment est-ce que ça marche, qu'est-ce qu'il investit, où est-ce qu'il peut aller. Déjà, je pense que la MOL, là tu parlais de la MOL, c'est une qualif particulière, non ? Il faut un lâcher terrain. Il faut une qualif terrain. Nous, nos copilotes et nos capitaines sont qualifiés. On a quelques autres terrains. Courchevel, par exemple, c'est une qualif montagne qu'il faut. On peut avoir une qualif de site, mais nous, on met la barre encore plus haut.
on veut que j'ai 15 capitaines Courchevel que je qualifie montagne, donc je les envoie sur une abeille, voler sur les glaciers et tout. Voilà. Mais pour revenir à la question, parce qu'il y avait 2 questions dans ta question, il y avait le prix du service et avant c'était quoi? Les destinations qui sont accessibles Les et puis le 16e d'avion. C'est tous les terrains qui ont une piste ouverte à la CAP de plus de 600 mètres. Donc il y en a 3000 en Europe. Là où quand tu loues un avion en certificat, enfin sous AOC, souvent tu es limité à plutôt 1000 terrains, mais on en fait 3 fois plus que les autres. Donc c'est pour ça que les clients aiment venir chez nous. Les terrains atypiques, comme je disais, c'est les terrains de montagne, c'est souvent bien apprécié, comme Courchevel, Megève. Alors tous ne vont pas parce qu'il faut des qualifications terrain. Mais La Mole, Gstaad, les gens aiment beaucoup. On va sur des petits terrains en Autriche, ça s'appelle San Joan. Il y a Belle-Île que j'aime beaucoup. Il y a des petites îles, des petits terrains au fin fond de l'Écosse. Enfin, c'est génial pour des pilotes qui aiment les petits terrains, c'est super. Et puis on va aussi à De Gaulle, à Francfort, à Heathrow, voilà, c'est ça notre quotidien. Voilà. Sur le prix du service, combien ça coûte? On achète une part de l'avion. Donc par exemple pour le moins cher, le Cirrus, c'est à peu près 250 000 $, un petit 16e de l'avion, donc c'est le petit ticket d'entrée. Le client, ils achètent ça, on garde l'avion 10 ans. Il y a 2 contrats de 5 ans, un contrat de 5 ans renouvelable une fois, donc le gars, il achète sa petite part de Cirrus, 250 000 $. Un Cirrus SR22 piston, là, pour quelqu'un qui veut l'acheter un pilote privé, ça vaut maintenant 1,5 million. Hein. Ouais. Donc moi, je prends un petit bout du jet pour 250 000 $. Et vous avez accès à 35 heures par an. Ça peut être 35 vols d'1 heure. C'est-à-dire que vous appelez pour faire un vol d'1 heure, vous ne payez pas le positionnement et le repositionnement, vous faites un petit trait d'union, vous faites votre Marseille-Biarritz, je sais pas, un truc qui n'est pas... Mes clients, ils utilisent ça à bon escient, ils utilisent ça quand c'est pas desservi par la ligne. Les clients, ils prennent EasyJet, Ryanair, le vélo, le train, la voiture, mais quand il n'y a pas le truc ou qu'ils n'ont pas le bon horaire, parfois ils prennent Air France à l'aller et puis ils reviennent avec un petit coup de Cirrus parce que ça ne marche pas, ils optimisent. Mais comme il n'y a pas de positionnement avec ces garanties et qu'il n'y a pas de frais d'annulation s'ils annulent, c'est vachement flexible, quoi. Donc le gars qui s'est acheté son petit 16e, donc 250 000 $, il sait que c'est pas perdu parce que ça vaudra peut-être toujours 150 ou 200 000 $ dans 10 ans, parce que ça garde en général les avions qu'on a, on les fait pas beaucoup voler, on les fait pas voler à outrance, c'est des avions bien achetés qui gardent leur valeur, notamment le PC-12. Ça a toujours 70% de sa valeur, à peu près entre 50 et 70% de sa valeur 10 ans plus tard, donc les gens retrouvent leur capital, mais c'est le ticket d'entrée. Et ensuite, pour un Cirrus, pour faire ses 35 heures, le budget c'est à peu près 100 000 € par an. Il y a 50 000 € de frais fixes pour payer les charges fixes des pilotes, l'assurance, etc. 50 000 € de variables qui sont les frais variables des 35 heures, c'est à peu près 35 fois à peu près 1 500 € de l'heure. Le tout, c'est un budget annuel tout compris. Une fois qu'on a acheté sa petite part à 200 000 balles par an, ça fait un coût de l'heure à peu près à 3 500 €. Ça veut dire que votre petit vol d'1 heure, je sais pas, un Belle-Île Orléans, c'est 3 500 €. Et puis si vous êtes 4 à bord, c'est moins de 1 000 €, c'est 800 € du siège, quoi, voilà. Donc bien utilisé, c'est pas très cher. Enfin, c'est pas très cher. Évidemment, c'est cher, mais vous pouvez aujourd'hui trouver un billet Air France à 1 000 €. Hein, donc, voilà. Donc c'est des gens qui ont ça sur étagère. Et puis même les gens qui ont une part sur un Cirrus, ils peuvent convertir leurs heures sur le PC-12 ou le PC-24, parce que le Cirrus, c'est pas l'avion qui va vous emmener à Belle-Île, c'est plutôt le PC-12, parce que là, il a les perfos-pistes. Voilà, c'est à peu près ça le prix du service. En effet, pour le service proposé, avec la petite personnalisation, l'accueil du client, tout ça, ça fait pas si cher le billet, finalement. Bon, c'est clair que pour dépenser 100 000 € par an, c'est des gens qui ont des moyens, c'est des entreprises mais c'est pas un Global 8000, le Global 8000 que vous avez présenté tout à l'heure, ça vaut 100 millions de dollars. 100 millions de dollars. Vous achetez 30 Cirrus S-Jet pour le prix d'un Global 8000. Et moi, je divise ça encore en 16, donc je vends des petits bouts pour des riches pauvres. C'est pas mal ça, pour des riches pauvres. Cette question de Ernie Janico, on y a répondu un petit peu tout à l'heure. Où sont basés les pilotes et quel est le roster? Donc c'est ça, c'est le Luxembourg. Ils sont que là-bas. Et après, on a des bases qui ouvrent en fonction des quotas, mais on a Luxembourg qui est la plus grosse base, on a Genève, on a Barcelone, on a Londres,
On a Munich, Francfort qui ont été ouvertes, puis pour l'instant fermées, mais ouvrent parfois selon les besoins. Mais voilà, on a 4-5 bases en Europe. Le roster, c'est du 7-7, 7 jours on, 7 jours off. Voilà, les salaires, on est autour de quoi? Je pense qu'on est à 5-6 000 euros à l'entrée pour un captain, on est autour de 3-4 000 pour un copie. Voilà, en aviation d'affaires, à Genève, vous allez être payé 10 000 balles captain. Moi, je paye un peu moins cher, comme je vous le disais, que le marché sur des gens, mais j'offre une qualité de vie où vous avez votre 7 jours de repos, 7 jours on, vous avez votre planning, vous faites un métier sympa, vous n'allez pas toujours au même endroit. Et puis, quand vous êtes adossé à un jet privé d'un propriétaire, du jour au lendemain, on lui fait une offre, il vend son avion, vous êtes sur le carreau au chômage. Nous, on a une grande stabilité parce qu'on a des gens qui ont des contrats de 10 ans, qui ne peuvent pas partir comme ça. Donc, voilà, il y a une sécurité de l'emploi qu'on n'a pas dans l'aviation d'affaires traditionnelle où on est lié à un avion où les mecs... moi, j'ai des copains dans l'aviation d'affaires, ils ont déjà fait 10 employeurs en 10 ans. C'est l'enfer. C'est une manière de fidéliser aussi les pilotes. Pardon ? C'est une manière de fidéliser aussi les pilotes à rester chez Jetfly. Oui, n'importe qui peut fidéliser. Vous pouvez fidéliser par l'argent, vous pouvez fidéliser par le réseau, vous pouvez fidéliser par le planning. Il y a plein de façons de fidéliser quelqu'un, mais il faut trouver une balance, quoi. C'est toujours un juste équilibre à trouver entre qu'ils puissent évidemment partir en vacances, correctement gagner leur vie pour vivre correctement et faire des cadeaux à leurs enfants, et évidemment s'éclater dans leur métier, pouvoir se reposer, pouvoir déconnecter. C'est une balance à trouver. Voilà. Et puis, on l'a fait évoluer au fil des problématiques, de l'inflation, de la concurrence. Voilà, on essaie. Je pensais à... Finalement, c'est un peu limité la participation. Je veux dire, vous avez un certain nombre d'avions. Après, ces avions sont divisés en 16. Donc, on achète une partie. Et donc, du coup, ça limite les participants ou... Oui, non, c'est pas limité dans la mesure où si j'ai de la demande, je vais racheter plus d'avions. Aujourd'hui, on grandit d'à peu près 6 avions par an. Enfin, c'est l'objectif. C'est pas toujours ce qu'on arrive à faire, mais on vend à peu près 3 PC-12-9 en petite part, 2 PC-24, c'est l'objectif, et un Cirrus. C'est à peu près 6 avions. Voilà, c'est l'objectif à atteindre, en tout cas, que j'ai fixé à mes commerciaux pour cette année. Donc, j'ai une dizaine de commerciaux dans 10 pays qui vendent et que j'anime. Et voilà. Donc c'est un avion en plus pour des participants en plus. Vraiment, j'ai beaucoup de demandes, je pourrais commander plus de PC-12 à Pilatus. Alors après, il pourrait peut-être me dire, je t'en ai déjà vendu 3, c'est déjà bien. Il en faut pour tout le monde, mais Pilatus, c'est un avion où il y a 2-3 ans d'attente. Hein, c'est un gros succès de cette machine. Ok. Mais on parlait des bases pour les pilotes, mais du coup la maintenance, elle est basée où ? La maintenance, on l'a internalisée parce qu'au début, j'en avais marre de... Moi, mes gros pics, c'est les week-ends, souvent. Enfin, je vole la semaine pour le business, mais il y a aussi des vols plaisir le week-end. Et donc, le vendredi, c'est un gros pic. Et c'est là où on a les pannes d'avion qui arrivent. Et les centres de maintenance, ils étaient en week-end, donc peu d'effectifs. Et moi, j'avais besoin d'avoir... si je peux faire travailler toute la nuit pour sauver un vol, on le fait, quoi. Et donc, on a très vite internalisé, on a racheté un centre de maintenance en Angleterre, à Bournemouth, au sud de Londres, une petite équipe d'une quinzaine de personnes. Avec le Brexit, ça a un peu changé la donne parce que tout est devenu plus compliqué en Angleterre qui est sorti de l'Europe, sur les taxes, sur les importations, tout est devenu un cauchemar. Donc on a changé notre fusil d'épaule et à côté de Luxembourg, on a la frontière allemande et il y avait un super terrain d'aviation, une piste de 3 km qui était une base Ryanair, mais Ryanair était parti, ils étaient en recherche d'activité à Zweibrücken. C'est à côté de Saarbrücken, c'est à Zweibrücken, une belle piste. Et là, on nous a construit un beau hangar et on a mis... on peut mettre 10 Pilatus sous le hangar. On a une petite cinquantaine de personnes, donc 35 mécaniciens qui bossent là-bas. Et donc, on a 2 centres de maintenance, plus une équipe AOG aussi à Genève, qui peut aller dépanner un avion avec une voiture, ou même on va aller chercher en PC-12 pour éteindre des feux. Et on a une équipe mobile de 6-7 personnes. Donc, on a 3 centres de maintenance. On a un Part 145, c'est comme l'AOC pour la maintenance, en Angleterre et en Allemagne. Et donc, on a tout internalisé. Et donc, on sait faire nous-mêmes notre maintenance. On fait toutes les maintenances, les 10 ans,
Mais voilà, sur PC24 et PC12, on gère la maintenance de nos avions nous-mêmes. D'accord. Ok. Et on embauche des mécaniciens aussi. Je ne sais pas s'il y a des mécaniciens qui... Je pense que là, il y a des gens intéressés, Ouais, il y a des gens intéressés. de tous les secteurs. C'est ça. Justement, on va regrouper un peu. Il y a Catanaute qui demande quels sont les processus de recrutement chez Jetfly. Zex9 qui dit aussi comment ça se passe au niveau du recrutement. Est-ce que vous prenez des pilotes sortis d'école, donc des low-timers, avec ou sans la QT ou la QC sur l'avion? Bon, déjà, on peut déjà répondre à ces deux questions-là. Oui, bien sûr. Donc, on prend des low-timers, oui, mais pas lolo. On prend 500 heures en général. Donc, j'aime bien que le gars il fait au moins 1 heure d'instruction en aéroclub. On ne veut pas faire de l'écolage avec des jeunes qui peuvent parfois être très bons, parfois nécessiter un peu de mûrissement. Vous le savez, quand vous les sortez d'école, il y en a qui sont bons, mais qui... Donc, à 500 heures, déjà, ils ont passé le cap des 200 heures, ils sont un peu plus à l'aise, etc. Donc on demande 500 heures. Et puis, le classique, MCC, ATPL... le niveau 5 en anglais, c'est les grandes lignes. Voilà. C'était quoi l'autre question? Donc, S'il fallait la QT ou la QC. Il paye la QT avec un amortissement sur 3 ans. Alors, j'ai plus les valeurs en tête, mais c'est à peu près, je crois, de l'ordre de 30 000 € la qualif sur 24 et peut-être 20 000 sur PC12. Je ne vais pas dire de bêtises, mais ça doit être à peu près ça. Et puis, c'est au prorata du temps que vous êtes resté. Si vous partez au bout de 2 ans, vous n'en payez qu'un tiers. Voilà. On essaie d'être fair-play là-dessus. Mais en tout cas, on paye, on assume le paiement de la qualif. Et les formations se font à quel endroit? Les formations, on les fait nous-mêmes parce qu'on a aussi intégré notre centre de formation. On a acheté un simulateur, c'est le seul simulateur PC12 NGX en Europe. On a créé un centre de simulateur à Lausanne. Quand vous achetez votre PC12, il vous donne un voucher. Vous avez aussi la possibilité de venir faire la qualif chez nous. À Lausanne, on a un centre qui s'appelle Fly7 Training, qui nous appartient, et dans lequel il y a 2 simulateurs, il y a une petite quinzaine d'instructeurs. Et on fait, je crois qu'ils ont fait quasiment 2000 heures de simulateurs l'année dernière. On a fait une cinquantaine de qualifs. Voilà, donc on a notre outil de travail aussi pour former nos pilotes et faire beaucoup de training. Et tous les pilotes passent au simu tous les ans. On pourrait faire tout sur avion, mais on fait un mixte. Là, on trouve important de faire du training sur avion. On fait des choses assez pointues. On fait des pas de moteur réels au décollage avec un 800 pieds. On arrive à revenir se poser à sens inverse. On fait des encadrements, comme à l'école, comme chez vous. Mais on fait aussi des choses assez pointues sur le simulateur. On apprend, par exemple, à nos pilotes à se poser en pas de moteur, en 0-0. On a développé des technologies toutes simples, sans voler aux instruments, au chrono et en s'aidant un peu des axes de piste et des plans qu'on peut arriver à mettre. On met un glide à 6 degrés. On arrive à développer des techniques où même on les entraîne s'il y a du 0-0. Pourquoi aller se cracher dans un champ? On a trouvé ça très cool, donc on a appris aux gens à revenir se poser sur une piste. Alors il va peut-être se poser à droite de la ligne et à gauche, mais au moins il sera dans un environnement sécurisé où il y aura les pompiers. Donc on fait des choses assez poussées en training sur le simulateur et sur avion pour être vraiment les pros de cette aviation-là et du pilotus. D'accord. On salue Adrien qui vient de nous rejoindre également. Il y a Voice Vince qui demandait s'il y avait une fourchette. On en a déjà parlé, les fourchettes de salaire. Donc il faudra regarder sur le replay. Parce que c'est vrai qu'il y a des questions qui reviennent, mais on les a déjà abordées. Il y a Philémon qui posait cette question qui est intéressante. Lors de la reprise de l'entreprise, quelles ont été les difficultés comptables, sociales, techniques que vous avez rencontrées et que vous avez dû surmonter pour pouvoir bien lancer le business? Déjà au début, quand vous reprenez une entreprise, vous êtes les petits nouveaux, il faut créer la confiance. Et ça se crée pas en un jour. Je dirais même que ça prend probablement une dizaine d'années avant que les gens disent bon, les petits gars, on les regardait du coin de l'œil, finalement on leur a pas donné une cacahuète, mais ils ont quand même forcé de constater qu'ils ont créé de la valeur et qu'ils ne sont pas trop plantés. Et ça a été dur parce qu'on avait 30 ans, on a racheté cette boîte. Et ça n'a pas été simple la reprise, et donc le principal c'était vraiment de créer la confiance. On a pris des décisions dures, on a arrêté le TBM, on a déménagé les gens de Genève à Luxembourg. Il y avait tout un bureau assez puissant de la direction, il y avait une quinzaine de personnes, et le back-office était à Luxembourg, mais ça communiquait mal, donc
Donc tout de suite, quand vous arrivez, vous prenez des décisions. Les gens n'aiment pas le changement de toute façon, par définition, quel qu'il soit. Et donc il faut prendre des mesures courageuses qui sont parfois pas faciles. Donc c'est ça. C'est une boîte qui allait bien. Elle était à vendre pour des mauvaises raisons parce que les gens s'étaient bagarrés mais voilà, c'était une belle opportunité. Alors, elle gagnait, elle a jamais perdu d'argent. Donc, j'ai pas eu trop de problèmes de social, j'ai pas eu trop de problèmes on s'est toujours autofinancé. C'est un business model très puissant, Jetfly, parce que j'ai pas de dette, je suis pas endetté, j'ai 0 dette. Mes avions sont financés par petits bouts par mes clients. Sur mes 400 clients aujourd'hui, ils payent tous les mois un petit bout des frais fixes. C'est pas que à l'heure de vol, c'est tous les mois. Même s'ils volent pas, ils payent quelque chose. Donc même si on vole pas, toutes les frais fixes de l'entreprise et les salaires des 500 personnes sont payés. Donc après, si les gens veulent pas, il y a un moment où ça s'arrête parce qu'il y a un problème. Mais le business model est très sain. Je suis pas endetté à financer une dizaine d'avions. Il faut que je vole à tout prix, quitte à baisser mes prix, à faire n'importe quoi. Les gens, ils consomment toutes leurs heures, ou il arrive régulièrement que tout le monde ne consomme pas, mais c'est pas très grave? Oui, alors ils peuvent ne pas consommer leurs heures. Les époques, il y a eu des périodes un peu compliquées. Covid, par exemple, ça n'a pas beaucoup consommé ses heures. On a reporté les heures. Mais en moyenne, ils font 90% de leurs heures. D'accord. Voilà, ils font jamais... Il y a des périodes où on est à 100, 110, 120%. Mais en moyenne, sur l'année, c'est autour de 90%. Ouais. Et puis j'imagine qu'à avoir des frais fixes, ils ont tout intérêt à voler et c'est tout à leur intérêt de faire leurs heures finalement. Tout à fait. C'est ce qui rend le business assez solide, c'est que les gens ont une part d'avion, donc ils s'en servent, ils payent les frais fixes, donc les gens finalement l'utilisent parce qu'ils se disent bon, on va pas payer pour rien. Il y a un peu de ça aussi. Mais les gens viennent pas là s'ils n'ont pas de besoin. C'est les gens qui ont eu leur avion, qui se sont rendus compte que c'est compliqué d'avoir un avion. Il faut gérer son pilote qui est parti Air France. Merde, j'ai l'avion sur le carreau, ça me coûte une fortune. J'ai découvert de la corrosion sur le train d'atterrissage, j'en ai pour 200 000 €, quel bordel. Je vais le vendre. Je pensais que j'avais fait une bonne affaire, mais ce que j'ai acheté 2 vaut 1. J'ai perdu tout ce que je pouvais. Bon, des gens comme ça. Alors que nous, les problèmes, on les gère nous. Eux, ils ont un numéro de téléphone. Que le pilote soit malade, que l'avion soit en panne, c'est pas leur problème. S'il faut que j'apprête un Falcon pour lui mettre à la part de son PC-12 parce qu'il doit décoller à l'heure pour son vol, je le ferai. Donc, c'est super puissant comme modèle. Et ça, les gens le mesurent. Ok. C'est très ingénieux. J'ai une petite question là. Finalement, vous subissez pas les crises de l'aviation comme les grosses compagnies aériennes quand les avions restent en sol, il y a moins de vols. Si, Par le Covid, je parle pas du Covid, je parle des crises classiques, régulières qu'il y a dans l'aérien. Ouais, les crises, on est un baromètre. Dès que l'économie va mal, nous on va mal. Pareil. Sauf qu'on a, je pense, des clients qui sont plus résilients, un peu plus riches, un peu de réserve. Et c'est toujours les crises, c'est toujours un peu comme ça. Donc, nos clients, ils savent passer les crises parce qu'ils ont les reins un peu plus solides. Voilà. Donc, mais ils vont faire attention. On voit que les heures de vol baissent quand ça va mal. Là, si Trump commence on le voit tout de suite, nous. Quand il y a eu ces histoires de taxes, les gens, la bourse dégringole, les gars voient leurs économies dégringoler. Bon, ils vont peut-être être un peu raisonnables. On voit tout de suite, c'est un baromètre immédiat. Mais on a été... Pendant le Covid, on n'a pas volé, mais en fait, on a repris très vite parce que on est vachement agile, on a gardé tous nos pilotes parce que ce modèle a permis de ne pas licencier. On a pu faire des vols essentiels pendant le Covid, donc les gens ont pu commencer, même s'ils volaient beaucoup moins, ils ont volé un peu. Et puis nos clients, ils ont tout de suite envie de revoler quand c'est reparti parce que leur business, il fallait qu'ils aillent se bagarrer, puis ils voulaient prendre un peu l'air. Alors qu'une boîte qui a une grosse compagnie d'aviation, elle avait peut-être mis tout le monde par terre, elle avait peut-être licencié la moitié de son personnel, il y a des gens qui se sont barrés. C'était des gros bateaux à remettre en route qui étaient beaucoup plus lents. Donc on n'a pas... Les gens ont dit post-Covid, l'aviation d'affaires a explosé. Non, on a juste repris là où on était, on s'était arrêté. Mais c'est fait du... qui grandit de 2% par an depuis 30 ans. C'est pas un marché qui boom, l'aviation d'affaires, c'est un marché presque qui stagne. Nous, on a grandi de 5 à 10% en prenant des parts de marché sur le reste. Et l'aviation d'affaires, il y a quasiment autant de mouvements d'aviation d'affaires. Il y a 10 ans, il n'y en a pas plus. Ou très peu. Ça grandit pour tracer une droite sur les 30 dernières années, c'est 2%. Et c'est pas un business qui monte à 10-20% par an.
Et c'est à vous de créer ce business en prenant des parts de marché pour grandir plus fort que la... Il n'y en a pas moins non plus du coup, parce que c'est vrai qu'on a aussi beaucoup tapé, enfin quand je dis on, c'est les médias traditionnels qui ont tapé sur l'aviation d'affaires en disant attention, c'est eux qui polluent, etc. Oui, bah c'est notre combat de tous les jours. Évidemment, on est très mal vu, mais encore une fois, il y a une différence entre celui qui prend un Global 8000 pour aller à Milan. Moi, mes clients, ils ont quand même un certain sens. Déjà, le PC-12, cet avion qui consomme 250 litres à l'heure et prend 10 occupants, c'est le meilleur rendement que vous pouvez trouver en aviation d'affaires. Et puis moi, mon business model, je paye les vols à vide, donc j'ai tout intérêt à optimiser les vols à maximum. Donc je ne vais pas faire des allers-retours à vide, je ne vais pas faire 6 heures de vol à vide pour faire 1 heure de vol en positionnement. C'est ce qui arrive pour des ultra riches qui veulent leur avion pour faire un Ibiza Barcelone et à Paris, ils vont le faire venir pour ça. Ça c'est n'importe quoi. Moi, j'ai mes clients qui ont du bon sens et moi, j'ai du bon sens dans la gestion du truc. En plus de ça, on a ouvert, comme je vous le disais tout à l'heure, des systèmes de seat sharing où les gens peuvent partager l'intérieur de leurs avions pour baisser les coûts et optimiser leur trace environnementale. On a lancé un programme de Sustainable Aviation Fuel pour nos clients qui peuvent mettre du SAF en payant un peu plus cher. Ils payent à peu près 5% plus cher, mais on leur met du SAF parce que le SAF est plus cher. Mais ils réduisent tout de suite leurs émissions de 40%. C'est hyper puissant. Donc quand vous avez un PC-12 qui consomme déjà 10 fois moins qu'un gros jet large cabine, qui en plus met du SAF, nous on est quasiment au niveau de la voiture, quoi. Vous prenez 8 personnes, vous les mettez dans deux SUV, vous consommez la même essence pour les emmener à Nice que de prendre un PC-12. Voilà. C'est plus rapide. Oui, c'est plus rapide. Peut-être le temps de route, puis, même, on va va consommer plus. Moins dangereux. Non, mais évidemment, il y a de l'abus comme partout. Mais nous, on essaye de promouvoir cette aviation virtueuse, intelligente. On achète ce dont on a besoin. On a les modèles d'avions qui polluent le moins. Et on peut faire encore mieux si on veut. C'est de l'aviation d'affaires responsable. Ouais. Et puis moi, je les attends, les avions d'affaires électriques. Moi, ils seraient sur mon parking s'ils étaient disponibles. Ouais. Ça va venir, ça va prendre 20 ou 30 ans. Ça va pas se faire en 2 ans. Entre-temps, il y aura des solutions hybrides. Ça va arriver dans 10 ans. Et puis en attendant, il y a le SAF, où il y a le vélo. Ouais, choisissez votre camp. Voilà, c'est ça. Alors, il y a quelques petites questions. Il y a The Flying Madman qui pose cette question. En saison hivernale, quand des concurrents vont faire des gros bisous à la montagne avec leurs avions à Courchevel, par exemple, est-ce que ça a un impact sur Jetfly par rapport aux administrations, aux associations, etc. Quand il y a quelque chose qui se produit? Et quand vous dites qu'il y a j'ai pas compris, un incident Ouais, s'il y a un incident, un fait divers qui peut impacter l'aviation privée, est-ce que Jetfly peut être impacté par ça et comment vous y faites face? Mais un accident d'avion ou alors Ouais, je pense, oui, un accident qui peut être un peu médiatisé. Déjà, quand il y a un accident d'avion, toute la communauté est triste, que ce soit des pilotes d'A380 ou de Robin. Donc, moi, je tire pas sur l'ambulance parce que le risque zéro n'arrive pas et demain je pourrais avoir un accident et j'y suis préparé. J'essaie juste de mettre la barre super haute. Mais oui, il y a eu un accident à Courchevel d'un PC-12 d'une compagnie concurrente qui, je pense, n'a pas tout à fait les mêmes standards en termes de pilote montagne, etc. Mais ça nous fait une mauvaise publicité. Maintenant, c'est bon pour personne, un accident. Et je le souhaite à personne, ni même à mon pire ennemi. Et voilà, et c'est bon. Voilà, quand il y a un accident, c'est bon. C'est pas bon pour toute la communauté des aviateurs. D'accord. Cynthia, Nico, vous avez une question? J'en ai encore de côté, je vous rassure. Oui, non, c'est pour ça que là, je trouvais que ça faisait le bon pont justement avec la question suivante sur justement les. Est-ce qu'il y a une volonté à long terme? Est-ce qu'il y a une volonté à long terme de grossir avec des plus gros avions, je veux dire? Ouais, alors on ne ferme pas. Toujours, je voudrais rester dans une niche d'avions les plus optimisés en termes de carburant, etc. Je m'intéresse un peu aux avions d'assaut, je regarde ça du coin de l'œil. Il n'y a rien de fait pour l'instant, mais parce qu'on se rend compte quand vous prenez un Falcon 50 ou 7X et un Global 8000
ben, pour faire le même trajet, il consomme quasiment 2 fois moins de carburant. Et je pense qu'on va être de plus en plus taxé là-dessus. Donc si on devait aller sur du gros, je pense qu'on chercherait en tout cas un avion qui est le meilleur élève de la gamme, quoi. Ok. D'accord. Alors moi j'ai une question un aussi. peu plus loin aussi, au niveau géographique. Bah oui, alors là on vient de signer un partenariat avec une société américaine qui s'appelle PlaneSense, qui a une 50aine de PC-12, une 15aine de PC-24, et mes clients peuvent utiliser leurs heures européennes en Europe, et vice-versa, avec les clients américains peuvent utiliser notre flotte. Donc ça c'est assez puissant. Vous pouvez demain faire un Boston-New York ou aller à Nantucket, et la zone est assez large avec eux. On peut aller jusqu'au sud Canada, Mexico, les Bermudes, et vous appelez 24 heures avant, vous avez votre PC-12 qui vous payez pas le positionnement ni le retour à vide, vous avez un même standard que nous. Donc ça c'est assez puissant. Voilà, ça marche, c'est global, mais pour traverser l'Atlantique, c'est vraiment un autre business. C'est des vols très chers, c'est une autre clientèle. C'est pas du tout ma clientèle aujourd'hui. Donc, et puis quand on se lance dans des avions à ce prix-là, qui sont des avions entre 20, 30, 40, 50 millions de dollars, bah là on joue un peu avec le feu, quoi. Quand il faut en acheter 5-6 parce que c'est la marge d'entrée, là vous pouvez mettre votre boîte par terre qui marche très bien. Donc faut bien se poser la question avant de faire des pas, parce qu'on a vite fait de faire un faux pas. Il faut être très, très humble. Donc si on devait analyser quelque chose, on en prendrait peut-être quelques-uns en management pour apprendre. On a toujours été prudent et bon gestionnaire, donc on regarderait peut-être quelques avions un peu long courrier en management, mais avant de se lancer dans un programme de multipropriété avec la promesse de garantir la disponibilité sur un réseau mondial en payant que les vols les heures occupées, c'est une autre histoire. Ouais, c'est pas le même business. Ah, oui. Il y a des questions sur le PC-12 Pro avec la technologie Garmin intégrée. Qu'est-ce que tu penses justement de cette nouvelle avancée qui était présentée par Pilatus il y a, on va dire, quelques semaines, quelques mois? Est-ce que c'est un investissement possible de Jetfly ou une nouvelle standardisation à l'intérieur de la flotte? Oui, alors de toute façon, on n'aura pas le choix. Moi, je reçois le premier PC-12 Pro en août. Je serai un des premiers à l'avoir parce que j'ai pas le choix et je choisis pas mon avionique Honeywell ou Garmin. Là, ça va être, ils ont switché. C'était une avionique Honeywell, ils sont passés chez Garmin. Pourquoi ils ont fait ça? Je pense que peut-être pas facile de travailler avec Honeywell, c'est quand même un gros bateau qui est pas simple. Garmin est peut-être un peu plus commerçant. La poussée du Denali qui arrive avec une avionique Garmin qui est assez appréciée des pilotes privés qui viennent du Cirrus. Le Garmin est quand même dans les pilotes qui montent et qui se forment et qui rêvent d'une grosse machine. Le Garmin est toujours plus facile à appréhender. Et puis l'Autoland qui n'était pas disponible sur Honeywell et qui l'est sur Garmin fait que l'année prochaine, le PC-12 Pro, dans un second temps, sera certifié avec l'Autoland et vous aurez ces pilotes propriétaires qui pourront voler seuls et avec la sécurité de ce bouton, qui à tout moment peuvent les ramener avec leurs passagers sur un aéroport en sécurité. Donc passage en monopilote. Ça n'a pas été une super nouvelle parce que pour moi, il faut que je biqualifie mes pilotes entre Honeywell et Garmin. Donc c'est un peu d'emmerdement, de training, etc. Mais j'avais déjà géré ça avant le NG et le Legacy qui n'avaient pas les mêmes avioniques, donc on sait faire. C'était un peu une douche froide quand on venait d'acheter notre simulateur aussi NGX, de voir que les nouveaux seront en Garmin. Mais il y a quand même déjà de quoi faire avec au moins 200, 300, 400 avions NGX sur le marché. Donc, mais voilà, je trouve que c'est un bon move, c'était un move courageux. C'est un super cockpit, c'est assez puissant comme outil. Et mes pilotes sont sans doute ravis de piloter. Vous n'avez pas peur que les pilotes s'amusent? Parce que là, on dirait des manettes de Nintendo, en fait. Sur le Pro, les manettes? Oui. Alors, j'ai pas fait gaffe. Il y a le manche qui est un peu différent, comme sur le PC-24, qui est un peu un manche Concorde. Les manettes, il y a eu des manettes maintenant. On dirait des manettes de Nintendo. Ah ouais. Je sais pas, j'ai pas assez joué à la Nintendo. Moi j'ai une question toute bête, parce qu'on a vu les photos. Pourquoi c'est livré un petit peu grise avec la porte sur le côté? Alors ça, c'est le design de Philippe Stark. Je vous invite à aller sur notre site internet, de voir la vidéo où il explique pourquoi il a fait ce design. Vous la trouvez sur YouTube, où Philippe parle de pourquoi il a fait ça. C'est lui qui a inventé ce design assez atypique avec cette bande verticale, parce que lui, il n'aime pas les lignes qui sont dans le sens du fluide, parce que
c'est comme si on mettait du chocolat sur une crème chocolat. Enfin, il explique un peu ça avec ses mots à lui. Alors que quand on a une ligne verticale, eh ben, là, elle est visible, voilà, elle surprend. Voilà, c'est la puissance du design de Philippe Starck, et il a fait cette couleur. Et quand j'ai lancé le PC24, je suis retourné le voir, donc, et le Cirrus aussi. Donc aujourd'hui, on a des bandes de couleurs, donc un peu rouge terracotta pour le PC12. On a jaune un peu fluorescent pour le PC24 et bleu pour le Cirrus. Et voilà, alors il y a une certaine élégance, il y a un côté un peu sportif, un peu plus moderne, c'est une discrétion tout en étant visible. Voilà, c'est reconnaissable. Ouais. Ok. Alors justement, on fait défiler les photos qu'on avait vues tout à l'heure, on les remet ici. Hein, c'est magnifique. Elles sont chouettes. On voit toute la puissance justement de la projection des avions. Et on a vu aussi des photos de Rêve de Gosse, parce que c'est aussi une manifestation qui vous tient à cœur. On vous y retrouve tous les ans. Ouais, je suis très attaché à cette association des Chevaliers du Ciel, qui sont une famille aussi tout aussi attachante, avec des gens incroyables, à commencer par son président, M. Glémet, qui est une personne charismatique et qui emmène toute une famille avec lui depuis bientôt 30 ans. Et puis des passionnés que vous connaissez, comme Guillaume ou d'autres, et Moule, qui sont des gens incroyables, qui donnent beaucoup de leur temps. Et moi, je suis tombé un peu par hasard sur cette famille qui m'a adopté, et j'essaie d'être présent chaque année, et puis de faire partager cette aventure humaine aussi à mes pilotes. Donc je mets un PC12, et puis j'essaye de faire tourner 2 ou 3 équipages sur les 10 jours. Et on met à disposition un avion pour aller dans une dizaine de villes en France chaque année, faire voler des avions, des enfants ordinaires et extraordinaires. Et c'est toute cette magie d'avoir des enfants qui se tiennent la main, des enfants qui ont eu de la chance et des enfants qui ont eu moins de chance. Et ça pousse toutes les valeurs de l'inclusion dès le plus jeune âge, pour que ça devienne des adultes tolérants et positifs et lumineux dans leur vie. Et ça, je suis très attaché. Et cette année, on met 2 avions. Je vais le faire aussi avec un petit Bonanza. Je me suis requalifié à SEP là, pour faire avec un petit Bonanza, pour être encore plus proche des enfants. Parce que leur PC12, ils sont un peu loin. Je trouvais que c'était sympa de le faire avec un petit avion d'aéroclub. Et voilà, donc on va te retrouver cette année sur le tour aérien Rêve de Gosse. Ouais, je fais la 2e partie à partir de Grenoble jusqu'à la fin. Je ne serai pas au début, mais je serai là sur la moitié, la deuxième moitié. Et merci à Fingergold qui vient aussi de prendre un abonnement 13e mois. Merci beaucoup. Et donc les équipages, je reviens sur ce que tu disais, donc les équipages, c'est vraiment des personnes qui viennent volontairement. Tu mets à disposition l'avion et les équipages sont volontaires. Ils viennent sur leurs vacances, je fais appel à candidature, et c'est des gens qui ne sont pas payés, et ils prennent sur leur jour off. C'est des pilotes Jetfly, ou aussi des gens du sol, parce qu'il faut 2 pilotes et un accompagnant. Et donc j'ouvre à toute la société en fait, des gens qui prennent 10 jours de vacances, ou entre 5 et 10 jours, non payés, et qui viennent s'occuper des enfants avec nous. Et voilà, moi je leur paye l'hôtel et les transports, mais ils viennent sur leur off, et c'est une belle aventure. En général, les gens pleurent à la fin et veulent revenir, mais je fais des tirages au sort. On l'a déjà entendu ça, hein, Guillaume, il nous l'avait dit. Hein. Quand on a fait l'émission sur Rêve de Gosse, vous pouvez l'avoir en replay d'ailleurs. C'est ça. Si vous voulez en savoir plus sur l'événement. Hein. Il a dit c'est comme chez Bienvenue chez les Ch'tis. On pleure en arrivant et on pleure en repartant. Ok, je vous propose les amis de tourner la dernière page de l'émission parce que le temps avance très vite, c'est déjà 13. Donc on fait la foire aux questions, remise de gaz, il y a encore des questions abordées. Il y a encore des questions, il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés par le sujet et par ce que tu nous racontes, Cédric. Ouais, allez c'est parti, donc foire aux questions, remise de gaz, les 10 dernières minutes de l'émission. La zone aéro, remettez les gaz. Dernière question, programme à venir, vite. Ce sont les 5 dernières minutes de l'émission. Et tu vois Nico, tout à l'heure on parlait de stagiaires devenus pilotes chez Jetfly, c'est le cas de Juliette qui vient d'arriver dans la zone et qu'on salue. Salut Juliette. Salut Juliette. Ah ma Juliette, je suis contente de te voir ici. Ah ben voilà. C'est une longue histoire. Alors, je vais me mettre à la place d'un instructeur, on va dire, instructeur qui a déjà quelques années d'expérience. Ça ne concerne personne d'entre nous, hein, mais voilà. Un instructeur qui a, combien, on va dire, allez, un petit millier d'heures de vol
il dit bah tiens, j'ai envie de passer à autre chose, je veux venir chez Jetfly, quel est le process qu'il doit suivre pour pouvoir intégrer la compagnie? Qu'est-ce que tu peux lui conseiller comme qualité à mettre en avant pour avoir le plus de chances possible de rentrer? Il m'envoie un email sur mon email à cédric.lescope@jetfly.com. Bon, déjà, ça c'est Voilà, fait. ça c'est fait. Là, tu vas être enseveli sous le mail. Avec le mot de passe zone aéro. Voilà, en sujet. Voilà, en sujet. Donc ça, voilà. Et puis je le transfère à mon chef pilote en lui disant d'en prendre bien soin. Voilà, il faut, comme je le disais, avoir les minima, donc plus de 500 heures, tous les diplômes requis, avoir l'esprit Jetfly, c'est-à-dire cet amour du service et de l'aviation, aimer autant voler que de servir, c'est ça la clé. Et puis être humainement, d'avoir des valeurs humaines qu'on souhaite à tout le monde, d'être humble, d'être bon camarade, voilà. Et puis c'est pas seulement être bon pilote, c'est être humain. Ce serait peut-être intéressant d'ailleurs, ça me fait penser, un jour, pourquoi pas, il faudrait voir comment est-ce qu'on peut goupiller ça, si c'est jouable aussi de votre côté, de venir voir quelle est une journée type, par exemple, d'un pilote, d'un roster, comment ça fonctionne, voilà, à côté. Vous faites un petit zone aéro avec Juliette qui vous parlera de sa vie. Et ben voilà. Le rendez-vous est pris. On va faire ça. Juliette, on t'attend. C'est Cédric qui l'a dit. Ouais, c'est ça. Alors, il y a quelques questions. Il y a Pierre qui pose cette question. Est-ce qu'il est possible d'en savoir plus sur la possibilité d'opérer en monomoteur sous CTA? Il veut parler de la réglementation en part 4, vol de nuit, conditions IMC, etc. Oui, il faut s'adresser à son autorité de tutelle, mais la réglementation est très claire sur le sujet et les textes ont été publiés. Il faut en permanence se retrouver à portée de planée d'un terrain. Et moi, le PC-12, il a une finesse de 15, donc j'ai... Avec une période de franchise de 15 minutes. C'est-à-dire on peut ne pas être sur un terrain pas plus de 15 minutes. Donc on s'aperçoit qu'en Europe, sur tous nos vols, on n'est quasiment jamais limité sur ces zones-là, sauf à avoir un survol maritime puissant. Voilà. Mais voilà, c'est la petite contrainte qu'on a. Mais sinon, c'est les mêmes règles d'opérer en CTA avec un bimoteur. Donc il y a une préparation des vols qui est quand même assez poussé sur ces sujets-là parce qu'il faut les prévoir avant. Et puis, il y a des entraînements un peu particuliers où on entraîne aussi nos pilotes à la panne moteur avec des avions un peu complexes. D'accord. Mais tout ça, c'est écrit dans les textes et disponible à l'autorité. Il y a Vince qui parlait de la disponibilité des plannings, c'est pareil, on en a parlé. Donc, je t'invite à revoir la partie replay, évidemment. Que penses-tu de l'hydrogène en aviation ? J'en pense que c'est une super énergie. J'en pense que c'est l'énergie d'avenir probablement, plus que l'électrique. Il y a l'hydrogène liquide et l'hydrogène gazeux, avec chacun leurs avantages et leurs inconvénients. J'en pense que le sujet n'est pas tout à fait mature, mais il y a des entrepreneurs incroyables que je vous invite à inviter sur votre zone, qui s'appelle Eloa, une jeune femme qui a monté une boîte qui s'appelle Biyong Aero, qui est en train de créer des avions d'affaires à hydrogène. J'espère qu'elle aura raison et pas forcément qu'elle ne sera pas trop en avance sur son instinct, parce qu'elle est dans la bonne direction. Elle sera peut-être un peu trop tôt, mais c'est toujours pareil, il faut pousser le business pour que ça arrive. La problématique, c'est que même si on arrive à faire un avion à hydrogène, il faut qu'on puisse remettre de l'hydrogène partout où on va sur 2000 terrains. Donc c'est ça un peu l'enjeu. Voilà. Mais je trouve ça très bien parce que ça rejette de l'eau, c'est pas polluant, ça se fabrique assez facilement et c'est sans doute l'énergie de demain, mais ça va prendre du temps. Voilà. Ouais. Ok. Est-ce que, alors c'est Fox Zulu Mike qui pose cette question, oui c'est affiché, est-ce que Jetfly prend des safety pilotes ou pas du tout?
Non, je prends que des pilotes qualifiés. Je n'habille pas en pilote avec des galons des gens pas qualifiés. J'essaye d'être. C'est la promesse que j'ai fait à mes clients. Ils payent un prix important pour leur vol. Je veux qu'ils aient le maximum de sécurité, donc je ne prends que des pilotes qualifiés, employés de la maison, en CDI, pas de freelance, pas de. Voilà. On essaie d'être assez puissant sur le sujet pour la sécurité. Mais j'embauche des pilotes. Voilà. D'accord. Merci Philémon qui vient de poster justement dans le chat le site internet de beyond-aero.com. Vous avez plein d'informations là-dessus. Et puis cette dernière question. Hein. C'est vrai, on l'entend de temps en temps. C'est vrai, on l'entend. On se demande pourquoi. Pourquoi Mosquito sur la fréquence? Pourquoi Mosquito? C'est un gros mosquito. Là. Moi, ça, à un moment, il fallait trouver un nom de code pour les. Voilà, nos numéros de vol, c'est JFA quelque chose pour Jetfly Aviation. Il fallait trouver un petit mot. Et je trouvais qu'on était un peu ces petits moustiques, le PC-12, là, à naviguer partout en Europe. Et donc, j'ai dit, mettez Mosquito. Et voilà, c'est resté. Donc, on est des petits mosquitos. Donc, si vous entendez mosquito sur la fréquence, c'est Jetfly. Voilà. Ben, on l'entend souvent. Hein. Oui, on l'entend souvent. On l'entend souvent. Eh bien, écoutez, on a fait le tour un petit peu de tout ce dont on voulait parler. Vous vouliez parler aussi dans le chat. Nico, un petit mot? Non, très très intéressant, quoi. J'aime bien le concept, le modèle économique, ouais, c'est... Moi aussi. C'est intéressant. intéressant. non, mais c'est intéressant, ça comme tu disais, ça amène une navigation d'affaires à des gens qui sont pas super riches, quoi. Voilà. Ouais. Donc, ça la rend un peu plus accessible, un peu plus abordable. Il faut bien qu'elle commence. Ouais, voilà. Et puis ils en ont besoin, quoi. Je veux dire, c'est certainement des hommes d'affaires qui sont pas forcément des présidents. Moi, je suis un diffuseur de. Je les aide à être plus performants dans leur business, donc je crée de la valeur. Je suis un outil de travail. Les Américains disent no plane, no gain. Ils sont assez décomplexés là-dessus. Ils disent, si vous voulez créer de la valeur, il vous faut un avion. Si tu veux être successful. Et moi, je suis aussi un générateur de bonheur en famille où l'homme d'affaires, il va pouvoir rentrer, être le soir avec ses enfants. Je suis un facilitateur de vie. Voilà, c'est ça mon leitmotiv. Combien de recrutements sont prévus en 2025, nous demande Air Ninja Nico? Écoute, on dit, je pense, on est 500. On doit embaucher entre 40 et 50 personnes par an. Et là-dedans, il doit y avoir 20 ou 30 pilotes par an. J'ai peu de départs, j'ai peu de turnover. On perd à peu près 10 pilotes par an, de gens qui soit partent en retraite, soit partent pour des... En général, je les perds pour des grandes majors, parce qu'Air France embauche un peu en ce moment. Mais je les perds pas trop pour d'autres compétiteurs d'aviation d'affaires. Les gens sont bien chez moi. Mais voilà, 20 à 30 personnes. Vous envoyez vos CV. En général, la prochaine sélection, ce sera sans doute après l'été. Et voilà, on se prépare pour l'année d'après pour être prêt pour la grosse saison qui est l'été chez nous. Donc là, on est prêt pour cet été, mais on commence à regarder les CV en septembre-octobre l'année prochaine. Donc vous avez toutes les infos. C'est ça, le rendez-vous est pris. C'est le moment de poser vos CV. Avant qu'on fasse un petit tour de table et qu'on fasse le mot de la fin. Ah oui, Cédric. Quelque chose, pardon. Non, mais en tout cas, merci pour cette initiative de m'avoir abordé. J'étais ravi de discuter avec vous. Je trouve que c'est bien d'avoir des gens qui parlent de notre beau métier qui est souvent attaqué et ce qui transparaît dans votre chaîne et dans votre zone aéro, c'est la passion du métier, c'est ce qui nous anime tous, c'est ce qui nous réunit. Donc bravo à vous de véhiculer ces valeurs de passion parce qu'on fait un super métier. On vend pas des chaussures, on fait quelque chose d'incroyable, on est au-dessus des nuages, on est un peu magicien et on est aussi d'ailleurs étonné de voir ces paysages et cette magie de ce que l'avion permet de faire. Moi, je suis toujours un grand enfant quand je ferme la porte de l'avion, et vous aussi sans doute. Donc bravo en tout cas de faire parler des hommes et des femmes passionnés. Et c'est très frais, c'est très sympa. Merci à toi. Oui. On salue Seth qui vient d'arriver.
avec son équipe. Ils étaient en train de faire de la simulation. Ils viennent d'arriver. Bonsoir à vous, Joe Coco, le tracker, Flight Radar, etc. Vous arrivez sur la fin de l'émission, les amis. On était avec Cédric qui était avec nous, qui est le directeur de la compagnie d'aviation d'affaires Jetfly. On a parlé de son métier, de son quotidien, du concept, du modèle économique, de plein de choses. Donc vous pourrez voir cette émission en replay, bien évidemment, comme toutes celles de la zone aéro. Juste avant de nous quitter et de donner un petit dernier mot et de remercier Cédric, je vais juste vous parler du programme à venir qui va arriver là, à partir de vendredi, puisque la zone aéro continue. Elle continue vendredi le 23 mai prochain, ça sera 19h30, retenez bien l'heure, parce que c'est pas 20h30, c'est 19h30. On va parler de la rôle et de comment est-ce qu'on forme le rôle, on va dire la fonction, c'est pas un rôle, c'est une fonction, la fonction de commandant de bord, comment est-ce que c'est abordé dans les écoles pour les formations, et c'est Mathieu de l'ENAC que vous connaissez bien maintenant de la zone aéro qui va venir nous en parler. On fera un point sur l'actu de l'aviation avec notre ami Michel Polaco. Ça sera vendredi soir à 19h30. On retrouvera tous les deux ces deux habitués de la zone. Je précise, Sully ne sera pas présent. Non, on a mis Sully parce qu'il illustre bien le sujet. Voilà. Donc c'est vendredi avec Nico qui sera sur le plateau et Mathieu évidemment. Ensuite, on se reporte au lundi 26 mai 20h30. Ça aura lieu ici. Au bar, avec Cynthia, Nico aussi. C'est Jérémy Lecomte qui va venir nous voir. On parlera de la différenciation de la formation d'un pilote avion et d'un pilote hélicoptère. Donc vous aurez toutes les cartes en main pour faire votre choix. Quelles sont les différences? Comment est-ce qu'on forme? Voilà. Et lui, il est qualifié sur les deux. Donc, meilleur moyen d'avoir des infos lundi 26 à 20h30. Puis, on se reporte à mercredi 28. Ce mercredi 28, 20h30, on parlera d'une chaîne YouTube qui parle d'aviation aussi. C'est les coulisses de la chaîne Cockpit avec Jean-Hugo Roux qui nous parlera de la manière dont il a construit sa chaîne, qui vulgarise et qui donne aux élèves pilotes plein d'informations sur comment décrypter les infos météo, etc. Donc, 28 mai, 20h30, et on terminera le mois de mai, sachant que le mois de juin, il est quasiment rempli, on est même sur début juillet. C'est le vendredi 30 mai avec toute l'équipe de Push to Talk, les chroniqueurs de la zone, qui vous donne rendez-vous et on vous donnera le sujet le plus vite possible et notamment sur Discord. Et comme ça, vous êtes au courant de tout ce qui arrive dans l'émission et dans les prochaines émissions. En tout cas, à quand le live avec Sully? On ne sait pas encore, on en parle on lui a envoyé une invitation. Voilà, vous viendrez lui poser des questions aussi. Pourquoi pas? C'est ça. Voilà, écoutez, on a fait le tour. Un grand merci à toi Cédric d'avoir joué le jeu, d'être venu nous voir, c'était sympa et c'était très sympa de discuter comme autour d'un bar, en aéroclub ou ailleurs. Voilà, ça démystifie beaucoup l'aviation d'affaires, donc un grand merci. Salut les amis, à très bientôt sur un terrain ou dans un cockpit et continuez ce que vous faites, vous êtes géniaux. Avec grand plaisir. Merci beaucoup et merci à toi en tant que patron d'une entreprise quand même de t'être donné justement et d'avoir partagé et comme tu disais un peu de démystifier ce rôle de patron et d'être accessible. Oui, c'est important. Plaisir. Merci Nico, à vendredi. Bon pied, bon oeil. À vendredi, je serai là à l'heure. Parfait, on y compte bien. Merci à toutes et tous, passez une bonne soirée. Fly safe pour ceux qui volent. On fait un raid dans un instant, donc je rappelle le principe du raid. Tout le monde là, on est plus d'une cinquantaine de personnes. On bascule tous sur une autre chaîne. On va voir ça pendant le générique, donc restez pendant le générique. Et vous voyez, Julo, il a posté plein de petits émotes de la zone aéro. Vous faites un copier-coller et vous balancez ça dans le chat de la nouvelle chaîne chez qui on arrive. Il y aura des emotes d'avion partout et ça sera top. Donc restez avec nous. Je rappelle que cette émission sera en replay tout de suite maintenant sur la chaîne Twitch pour les abonnés et dans 15 jours comme d'habitude sur YouTube et en podcast. N'oubliez pas les follow, le Discord. Voilà, ça vous connaissez, tous les liens sont en train d'apparaître. Merci à toutes et tous, postez des commentaires sur YouTube aussi et rendez-vous vendredi avec Nico dans la zone. Merci Cédric. Ciao ciao et bonne soirée à tous. À toutes et tous. Bye bye. Salut. La zone aéro, l'émission. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. La zone aéro ferme les portes du hangar. Merci de votre fidélité et de votre soutien. Et restez avec nous le temps du raid en envoyant les emotes en arrivant. On compte sur vous. Fly safe.
approximately 2 hours.